Bonsoir à toutes et à tous. Nous recevons ce soir la revue Critica. Et dans une carte blanche, même si c'est moi qui vais distribuer les plis, c'est quand même une carte blanche à la revue Critica au sens où ils seront seuls à parler de leur revue, mais vous serez là pour les interroger, les mettre en question, débattre avec eux. On va commencer un tour avec eux sur le fondement de la revue, le dernier numéro, la dernière livraison du numéro 12, et puis échanger avec vous sur l'état de la critique peut-être, parce que c'est quand même un sujet toujours préoccupant. On se souvient que déjà Bernard Huet, en 1975, avait écrit sur le sujet, donc on ne va pas faire d'histoire ce soir, mais c'est juste pour dire que c'était un sujet récurrent sur la question, et je salue François Chalin ici ce soir, qui je pense pourra beaucoup intervenir sur la question. Alors, nos invités sont Françoise Fromenot, dont je rappelle qu'elle est architecte des PLG, c'est une évidence, qui a fait ses études à la Villette, qui a beaucoup enseigné à l'étranger, parce que c'est important à souligner, à Sydney, à l'University of New South Wales, et aujourd'hui elle est professeure à l'ENSA de Paris-Belleville. Elle a une activité critique depuis 1990, où justement, avec Architecture d'aujourd'hui, ce qui nous renvoie à l'aventure avec François Chalin, depuis donc 1994, et ensuite à travers différentes revues AMC, Progressive Architecture, Archis, Habitare, Architectural Review, World Architecture, Architectura Viva, DA, Casabella, j'en passe, et des meilleurs. Mais surtout, je ne voudrais surtout pas oublier les deux livres qui ont valu des prix, notamment le travail, la première grande monographie sur Murcutt en 1995, qui a été réédité ensuite par Electa Gallimard et James Hudson, et puis l'histoire de la conception de la construction de l'Opéra de Sydney, qui est paru en 1998 aux éditions Electa Gallimard. Pierre Chabard, architecte aussi, diplômé de l'architecture de Belleville, qui a soutenu sa thèse de doctorat en 2008 sur le thème « Exposer la ville ». Patrick Guedes et le Town Planning Movement. Lui aussi enseigne l'architecture à l'école de la Villette et à l'école spéciale d'architecture, double lieu. Et puis depuis les années 90, il s'exerce à la critique sur différentes plateformes, à commencer par Archilab d'ailleurs, j'ai vu, c'était assez intéressant dans le parcours, et contributeur occasionnel à plusieurs revues d'architecture, Architecture d'aujourd'hui, AMC, DA, A+, les Cahiers du MNAM. Valérie Didelon, notre troisième invité, architecte, diplômé de l'école de Normandie en 1998, historien de l'architecture et docteur à l'Université Paris 1. Il a soutenu sa thèse en 2010 sur l'affaire Learning, je connaissais l'affaire Thomas Crown, mais là c'est bien, c'est l'affaire Learning from Las Vegas. Depuis 2001, il enseigne dans les écoles d'architecture en France. Il est aujourd'hui maître assistant et titulaire à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Et il collabore depuis des années comme critique d'architecture, DA, AMC, A+, et bien d'autres. Mais ce qui les réunit, et c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, ils se sont connus dans une autre revue, Le Visiteur, dont on n'est pas là pour reparler de cette histoire, mais quand même, c'est toujours intéressant de voir où les rencontres se font. Donc, Le Visiteur, la revue publiée à l'époque, est toujours publiée par la Société française des architectes. Et puis, voilà, au sein de cette rédaction est née l'idée de faire une autre revue et partir sur un autre cap. Alors, ça sera peut-être ma première question. Quel est ce cap que vous avez? Qu'est-ce qui vous donne l'envie de créer une autre revue il y a maintenant 6 ans? C'était il y a tellement longtemps. Oui, c'était il y a longtemps, c'était il y a 7 ans même, puisqu'on a publié 12 numéros, donc à 2 par an, ça fait 6 ans, et puis on a passé 1 an à en discuter avant d'arriver à trouver le format, le contenu, le projet éditorial qui s'est affiné au fur et à mesure que les numéros sortaient en se faisant, avec l'idée qu'une revue, de toute façon, elle revient, donc on peut ajuster les choses, republier quelque chose. Enfin voilà, c'était... Le Visiteur, oui, on s'est connus au sein de la rédaction. À l'époque, moi, j'étais co-rédactrice en chef. Et Pierre et Valérie sont arrivés sur la fin de la revue. Et puis au moment où
Il a été question de la reprendre, puisque Sébastien Marot, son rédacteur en chef, la laissait. On a essayé on a travaillé sur des numéros à venir, mais on était un petit peu mal à l'aise dans cette coquille, au fond, qui ne nous appartenait pas, puisqu'on arrivait... Et on se rend compte maintenant, avec les gens qui arrivent à Criticat, que c'est difficile d'arriver après coup dans une revue qui a déjà été rodée, fondée. Voilà. Et puis quand le Visiteur a été coulé par son éditeur même, si j'ose dire, on ne rentrera pas dans les détails, on était très malheureux de ne plus avoir de support, et en même temps ça ouvrait le champ à la possibilité de construire notre maison, où on pourrait écrire ce qu'on veut, s'arranger entre nous, fabriquer un nouveau comité de rédaction, avec un projet qui a mis du temps à mûrir, parce que par-delà nos différences, enfin, en même temps qui a réussi à mûrir, parce que par-delà nos spécificités, on a beaucoup de préoccupations en commun, et notamment autour de l'idée qu'au fond, faire de la critique, c'est peut-être essayer, voire arriver à se réemparer d'un certain nombre de choses qui sont difficilement accessibles si on ne se donne pas le projet de les regarder, de construire la manière dont on pense à ces choses et de la partager avec d'autres à travers la publication. Donc il y avait certainement un goût commun pour l'objet éditorial, pour la publication, pour l'engagement, une certaine forme de goût du risque aussi, et puis par-dessus tout ça, l'envie de la curiosité fondamentale qui est que la critique, ça permet de comprendre le monde, et que l'architecture, étant au confluent de beaucoup de domaines problématiques dans le monde, est un bon poste d'observation pour se réapproprier une réalité qui nous est parfois soustraite par un certain nombre de circonstances dont on pourra parler, qui relevait d'une analyse plus politique et plus large de la situation actuelle qui est faite à l'architecture, mais pas seulement. Voilà. Alors d'ailleurs, vous vous définissez comme tel. L'architecture et les architectes ont besoin de critiques qui soient des partenaires actifs et autonomes, pas des alliés, et encore moins des représentants de commerce. Je vous cite. C'est une phrase de Colas. qui est effectivement quelque chose qu'on s'est approprié, effectivement, et qui a déterminé beaucoup notre projet éditorial. Mais pour revenir sur le Visiteur, ce qui est important de dire, c'est que effectivement, on s'est rencontrés dans ce comité de rédaction du Visiteur, et on a construit des questionnements communs. On a aussi, dans ce cadre-là, partagé le plaisir de faire une revue à plusieurs aussi, d'avoir la revue comme une aventure collective. Mais effectivement, il y avait un certain nombre de paramètres sur lesquels on n'avait pas prise. Sur la forme même de la revue, en tant qu'objet, sur toute la dimension institutionnelle de cette revue qui nous échappait et qui, avec le recul, nous semble avoir été la cause de son arrêt pendant plusieurs années. Et donc, entre le moment où le Visiteur cesse de paraître en 2003, septembre 2003, et le moment où on relance Criticat donc en juin 2007, à partir de juin 2007. Donc il s'écoule quand même plusieurs années, longues années, où en fait on a beaucoup réfléchi sur cet échec en fait, où en fait on continuait de se voir parce qu'on avait plein de projets en commun finalement qu'on voulait réaliser dans le cadre du Visiteur et qu'on avait support qu'on n'avait plus. Donc on partageait une certaine frustration de ne pas pouvoir réaliser ces projets-là. Et puis en même temps, on a vraiment réfléchi à l'idée que c'est vraiment le contenu qu'on voulait produire, cette critique qu'on voulait développer, elle était vraiment, elle était indissociable d'un projet éditorial. C'est-à-dire que la forme et le fond étaient absolument indissociables à notre sens. Donc, on a mis du temps à faire Criticat parce qu'on a mis du temps à rassembler les ingrédients pour la produire, la fabriquer, la mettre en page, la commercialiser. Enfin, tous les détails dont on voulait finalement être on voulait être maître de toute cette chaîne éditoriale qui va du contenu à la fabrication de l'objet. Ça, c'était très important. Et ça, c'est ça qui a pris du temps, au fond.
Alors, ce qui est important de souligner, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie chez vous, il n'y a pas de rédacteur en chef, c'est une rédaction en chef collective. Hein. C'est quand même cette notion de collectif, c'est la plateforme fondatrice de la revue, ce qui est quand même assez rare. D'habitude, dans une revue d'architecture, il y a un ou une. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vraiment dirige, parce qu'il est j'allais dire, la pensée. Là, c'est ce positionnement collectif, où il est né justement par critique des autres systèmes qui existaient avant, ou c'est parce que entre vous, ça ne peut fonctionner que comme ça? Je vais venir à ça juste après, mais peut-être ajouter une chose, c'est que je pense qu'une des autres choses qui nous rassemble, c'est qu'on est tous les trois architectes, et à un moment, je pense qu'on est tous arrivés à la même conclusion qu'il y avait plein de manières d'être architecte, et que par exemple d'être critique, c'était une manière de faire de l'architecture. C'est-à-dire qu'on pense que beaucoup de gens contribuent à faire l'architecture telle qu'elle est, bien sûr les architectes, les maîtres d'œuvre, mais aussi les maîtres d'ouvrage, aussi tout un tas d'intervenants en fait autour de l'acte de bâtir. Et on est à peu près, on est absolument persuadés, nous trois, que la critique joue un rôle très important. Et c'est fondamental parce que souvent, un certain nombre de gens, on connaît le truc, la critique est facile, l'art est difficile, donc il y aurait les créateurs et les destructeurs, etc. Et on ne pense pas du tout ça. On pense vraiment que la création marche avec la question de la critique, quoi. Et donc, je pense que pour nous, et là j'en viens au point que tu soulignais, d'une certaine manière, créer une revue, c'est comme monter une agence, quoi. Et je pense que c'était créer un collectif à travers lequel on avait l'impression qu'on pouvait contribuer collectivement à l'architecture, peut-être mieux que si on avait monté une agence qui aurait construit des bâtiments. Finalement, on a construit une sorte d'agence qui critique, écrit, parfois enseigne aussi, parce que je pense que c'est l'autre versant très important de nos activités, qui nous est commun. Et puis on fait des jurys ensemble, on fait des choses ensemble. Et donc, collectivement, à travers l'écriture et l'enseignement, je pense qu'on a pris notre place dans la production de l'architecture au sens large. Enfin, en tout cas, c'est un horizon pour nous, quoi. Alors vous dites aussi, d'un numéro à l'autre, et depuis 6 ans, 7, nous nous efforçons de renouer avec une critique engagée. J'aime bien ce mot, engagé, du monde tel qu'il se construit. Alors ça m'amène à vous poser la question sur justement la limite entre objectivité et subjectivité, dès lors qu'elle est engagée. Comment vous estimez ça? Comment vous avez eu un débat autour de ça? Quel était justement dans votre champ opératoire, dans même votre technique de la critique? Est-ce que précisément cette ligne de crête, vous l'avez évoquée, ou bien au contraire, c'est voilà, une autre forme de positionnement? Je ne pense pas que le mot engagement recouvre ni un goût pour une subjectivité qui s'opposerait à une objectivité, si tant est que ce soit possible, ni non plus la défense d'une tendance. On est ni une revue de tendance, et surtout pas on ne fait surtout pas de la critique subjective. Parce que ça pourrait l'être. Non, mais non, c'était pas du tout notre projet. Ailleurs, ça pourrait l'être, je veux dire, c'est ça. Oui, voilà. Peut-être, mais moi j'ai l'impression, j'aurais envie de répondre que toute critique est engagée. Peut-être pas au sens où on l'entendait dans les années 60 et 70, mais au sens où ce qui nous rassemble aussi, c'est une idée de la critique comme un mode d'élucidation des choses qui permet de poser des bases traçables, avec la traçabilité des arguments, pour pouvoir émettre une forme d'évaluation ou de jugement qui puisse être partagée ou pas par d'autres, mais en tout cas mise au débat à travers sa capacité à être suivie dans son argumentaire. Ce qui suppose des enquêtes, voilà, tout un appareil pour ce faire qui dépasse la question de subjectif ou objectif. La question, elle n'est pas là. Elle est comment un article s'empare d'un objet, comment elle le regarde, elle l'investigue, elle le déconstruit, comment elle le fait, avec quels outils, comment ensuite elle en rend compte de telle manière que quelqu'un puisse suivre un raisonnement, le partager, s'en détacher, peut-être y revenir, adhérer ou pas aux conclusions, mais en tout cas, dans le processus, pouvoir activement partager le raisonnement,
et donc pouvoir se faire son propre jugement. Donc ça sort de la question de savoir si on est objectif, on a toujours un point de vue, mais l'essentiel c'est de le construire et de le déclarer, et puis subjectif, on essaie de l'évacuer le plus possible dans la mesure où on essaie de construire ces raisonnements pour qu'ils puissent être partagés. Enfin voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc pour le dire autrement, c'est absolument pas une critique d'opinion. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. On n'est pas dans cette... vous n'avez pas pris le parti d'éreinter un bâtiment qui vous plairait ou pas, c'est pas l'angle que vous avez choisi. Non, alors éventuellement, les critiques qu'on écrit dans la revue peuvent être négatives, mais il ne s'agit pas d'éreinter, mais éventuellement plutôt de dénoncer dans la critique théâtrale, des ou dans la critique cinématographique, vous avez même dans la critique littéraire, c'est ça que je veux dire. Éreinter, c'est ça que ça veut dire. C'est donc un parti pris critique et donc subjectif. Non, mais c'est pas du tout la même chose que de la critique théâtrale ou littéraire. On n'est pas dans le suivi d'une sorte d'actualité à laquelle il faudrait constamment coller pour dire aux gens allez voir le spectacle ou voilà. Je crois que ce qu'on essaye de faire, c'est de choisir des sujets en rapport avec le problème qu'on pense qu'on peut poser à travers eux. Voilà. On pourrait dire ça comme point de départ. C'est pas une obligation de suivre une quelconque... voilà, le choix même des sujets, la manière dont on en discute, c'est aussi pour ça qu'on est collectif. C'est que vraiment, le fonctionnement est indissociable du contenu. C'est-à-dire que quelqu'un arrive à un comité avec une idée, il l'expose, et ensuite les autres la discutent, et au bout de 2 heures, l'idée, elle a pris une forme extraordinaire qu'on n'avait pas soupçonnée au départ, et on se dit, voilà, c'est formidable. Ça, c'est un sujet avec lequel on va pouvoir dire des choses sur quelque chose qui nous préoccupe, ou bien au contraire, l'idée se dégonfle, ou alors elle se déplace complètement, ou alors elle revient à un autre comité. Donc voilà, c'est la construction des sujets et la manière ensuite dont on les traite essaye de pouvoir, enfin, de se faire de telle manière que voilà, ils se construisent et ils peuvent se partager. Ce qu'on pourrait dire, c'est que par exemple, ce qu'on fait dans les comités de rédaction, où quelqu'un arrive avec une idée, les autres lui cassent les pieds, le demandent de se justifier, etc. Cette espèce de débat vivant qu'on a, enfin, c'est vraiment ce qu'on aime. Et en fait, en écrivant les articles, on essaie de le faire partager avec les lecteurs, c'est-à-dire rendre disponible au débat et à la discussion ce qui ne l'est pas. Pourquoi ça ne l'est pas ? Parce qu'on vit dans un monde où Dieu sait qu'il y a beaucoup de communication sur l'architecture, il y a beaucoup d'apologie, il y a beaucoup de révérence sur l'architecture. Et tout ça, les choses sont complètement ficelées, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat public parce qu'il y a tout ce monde communicant qui verrouille tout, quoi. C'est-à-dire que les grands architectes sont grands, donc ils font des grands bâtiments à qui on donne des prix. Donc comme on leur donne des prix, ils refont d'autres grands bâtiments et on n'en sort pas. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de remettre, y compris les bâtiments considérés comme indiscutables, de les rendre discutables. Quand on a fait le numéro 1, c'était mon idée de parler du bâtiment de Gehry de l'American Center parce que c'était un bâtiment qui était indiscuté. Tout le monde disait c'est un bâtiment de Gehry, c'est formidable, etc. Et puis en fait, c'est pas qu'il est bien ou pas bien, c'est juste qu'en fait il est extrêmement discutable. Et c'est très intéressant d'en discuter, c'est très intéressant de voir ce qu'il a de formidable, de ses insuffisances, etc. Et je pense que c'est un peu systématiquement ce qu'on essaie de faire. C'est qu'on voudrait juste, par la critique, rendre possible la discussion, le débat contradictoire, et que ça, c'est quelque chose que voilà, là aussi, c'est une sorte d'horizon. Alors, je ne sais pas du tout si on y arrive. Enfin, on essaye de faire ça, en fait. C'est ça qui nous motive, plutôt que voilà, d'éreinter un bâtiment ou de célébrer un architecte. D'accord. Et est-ce que, justement, c'est au nom de ce principe de digestion lente et très savante de toute cette matière construite, vous avez choisi ce rythme semestriel ou bien c'est pour une autre raison que vous êtes mis dans ce calendrier et cette temporalité? Il y a une raison simple de faisabilité parce qu'on est tous enseignants à temps plein par ailleurs, mais voilà. C'est aussi 6 mois, c'est pas vraiment le temps de la digestion lente et de la spéculation savante parce que on veut aussi faire cette revue pour, disons, remettre l'architecture sur la place publique, si je puis le dire aussi simplement, et sortir la critique de ces éventuels tours d'ivoire. Donc c'est justement, et pour faire ça, ça demande
d'analyser les bâtiments dont on se saisit dans toutes leurs circonstances et dans toute leur complexité, et donc de mener une enquête assez fouillée sur tous ces déterminants. Donc c'est ça qui prend du temps, au fond, de rencontrer des gens qui ne sont pas forcément les architectes, qui ne sont pas forcément non plus les usagers des bâtiments. Donc on rencontre beaucoup de monde, on rassemble une documentation assez dense pour essayer d'avoir prise sur les phénomènes qui traversent un bâtiment, qui traversent l'architecture en général, parce qu'il nous semble que c'est le moyen pour réintéresser des lecteurs qui ne sont pas forcément architectes, des intellectuels qui ne sont pas forcément architectes, à l'architecture, de voir qu'elle est traversée par des phénomènes qui touchent tout le monde, au fond, hein, et qu'elle s'y cristallise d'une manière, que ces phénomènes s'y cristallisent d'une manière particulièrement intéressante, saillante et illustrative du monde où on vit. Quand tu dis, Pierre, réintéressés, ça veut dire qu'ils se sont désintéressés de l'architecture aujourd'hui, tous les gens dont tu parles, quelque peu? Je crois qu'on peut faire ce constat général, quoi, que l'architecture n'est pas le sujet le plus débattu sur la place publique. C'est pas, il suffit de regarder le tirage des livres d'architecture, des revues d'architecture, c'est quand même un sujet qui est très minoritaire parmi tous ceux qu'on croise dans les revues, dans les journaux, dans les médias généralistes. Et quand l'architecture fait débat ou intéresse ces médias-là, c'est souvent pas forcément pour des très bonnes raisons. Donc voilà. On peut discuter de ce constat, mais il me semble qu'il est assez qu'il est général non seulement en France, mais dans la plupart des pays occidentaux. Non, parce que paradoxalement, il n'y a jamais eu autant d'articles sur l'architecture partout. C'est ça que je veux dire. C'est que, non, mais peut-être pas comme il faudrait les faire, mais en tout cas, il y a une profusion de médias, et notamment le net. Et une question que j'ai envie de vous poser, c'est: vous avez imaginé de faire une version net ou des choses plus réactives entre les phases des 6 mois, qu'il y ait des choses, des billets, des choses comme ça, par exemple, ou on est interdit au contraire d'être dans l'immédiateté? Non, on ne s'interdit rien. Non, on a essayé de mener en parallèle de la parution régulière des numéros, de nourrir un petit peu notre site internet, et puis on ne peut pas tout faire non plus. Enfin, je veux dire, peut-être qu'on n'était pas suffisamment passionné par le fait de faire ça, et beaucoup plus par le fait de faire cet objet, et qu'on n'a pas consacré le temps qu'on aurait pu ou dû, et ça s'est un petit peu tombé de soi-même. Mais je crois qu'à la base de la fondation de la revue, il y avait aussi un goût pour la forme d'autonomie que donne le fait d'avoir un objet qu'on peut mettre dans sa poche, qu'on peut mettre dans son sac, des considérations très pratiques, couplées à l'idée qu'on voulait faire une revue qui ressemble aux revues intellectuelles sur l'architecture et non pas aux revues d'architecture sur l'architecture, les grands formats avec plein de pages couleurs, etc. Non pas qu'on ne les lise pas, mais on avait envie que l'objet traduise, qu'on le maîtrise, comme disait Pierre tout à l'heure, qu'on fabrique une ligne graphique, qu'il y ait un ordre de lecture, même si les gens ne le suivent pas, mais que voilà, tout ça, il doit avoir un début, une fin, une identité, une autonomie, et peut-être aussi était-ce un geste, une matérialité, voilà, un geste de déclaration d'amour à l'objet éditorial hard, enfin, sur papier. D'ailleurs, Valérie, c'est que la première matérialité, ce sont les mots, puisque vous avez pris comme parti de ne pas mettre d'image en couverture, mais au contraire un sommaire, et même c'est le début des textes qui sont à l'intérieur. Il y a quelque chose de tout à fait intéressant là sur la... C'est un cadavre exquis. En réalité, donc ça ne m'avait pas échappé. je me permets de prendre la parole parce que souvent c'est moi qui... non-image, c'est ça que je veux dire sur la... Ouais. Alors que toutes les revues d'architecture et les grands éditeurs, au contraire, font tout là-dessus. C'est ce qu'on peut dire aussi sur les caractéristiques, parce que voilà, elle n'est pas mieux ou moins bien que d'autres revues, mais c'est vrai qu'elle est différente de beaucoup de journaux. Par exemple, le format, le noir et blanc, etc. C'est que je crois qu'à chaque fois, il y a des raisons qui tiennent à notre côté, c'est-à-dire la fabrication. Donc 6 mois, c'est parce qu'en fait, on ne pourrait pas faire mieux en mettant toute notre énergie que plus 6 mois. Mais 6 mois, c'est aussi parce que, par exemple, quand on en discute avec des lecteurs,
Ils disent pour lire un Criticat confortablement, il faut 6 mois en fait. C'est pas, on n'a pas envie de le lire d'un coup, etc. Donc ça correspond aussi à une temporalité du lecteur. Le noir et blanc, c'est parce que tout ça, c'est un calcul très savant, économique, qui est lié à notre indépendance. Tout a été pesé, mesuré pour ne devoir rien à personne ou presque. Le CNL nous donne un peu d'argent, mais au début, il ne nous en donnait pas. Donc il y a des dimensions vraiment économiques. On a fait ce qu'on a pu. Et puis en même temps, ça a aussi à voir avec les lecteurs. C'est-à-dire qu'en mettant une priorité sur eux, on a eu des discussions interminables sur est-ce que le caractère est assez gras pour que ça soit vraiment confortable pour la lecture, etc. On a discuté sérieusement avec les graphistes, avec des lecteurs, etc. Donc à chaque fois, je crois qu'on essaye aussi de... bien sûr, on pense à nous, à ce qu'on veut faire, mais on essaye toujours un peu de se mettre à la place du lecteur. Qu'est-ce qu'il a envie de lire? Qu'est-ce qu'il a envie de lire en 6 mois? Quel genre d'article il a envie de lire? Est-ce qu'il va encore avoir envie de lire ce truc-là, même si nous, ça nous plaît? Et des fois, on dit, oui, nous, on écrirait bien là-dessus, mais on se dit... je veux dire, du point de ça intéresse que nous, donc on va pas le faire. Et on essaye un peu de faire ça, quoi. C'est-à-dire souvent, et on a quelques lecteurs imaginaires à nous, auxquels on pense, et on se dit, est-ce que ça plairait à ce lecteur imaginaire-là ou pas? Et quand ça passe pas la barre, l'article, ça passe pas. Oui, parce que dans l'idée des lecteurs imaginaires, il y avait aussi l'idée, quand je disais revue intellectuelle tout à l'heure, je voulais dire les revues qui, je sais pas, le débat, esprit, non pas qu'on veuille se mesurer évidemment à ces grands monuments, mais qui ont pour but de rendre accessible au commun des mortels qui est curieux et qui est un petit peu cultivé, des problèmes difficiles, des problèmes politiques, des problèmes économiques. Voilà. Est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer de faire ça pour l'architecture? Ça, c'était la base de notre idée, qui explique aussi la forme de l'objet, en référence à cette idée. On peut parler de choses très complexes de manière qui soit pas complaisante, qui soit claire, qui soit sérieux, parce qu'on paraît quand même relativement souvent. Et à partir de l'architecture, on peut peut-être faire ce que d'autres revues font depuis longtemps pour des problèmes qui sont pas moins complexes que celui auquel on voulait s'attaquer. Donc ça, c'était important. Les 6 mois, c'est aussi un peu le maximum de périodicité pour qu'on prétende encore s'appeler une revue. C'est le point d'équilibre. Voilà, donc, je voulais juste ajouter que... il y a des revues qui justement se positionnent sur un numéro par an. Ouais, mais est-ce que c'est encore une revue? Bon, on peut en discuter, hein, mais je voulais juste ajouter que ce choix de faire une revue papier, c'est pas un choix nostalgique ou réactionnaire, parce que on a plutôt cherché une sorte de... C'était pas le sens de ma question. D'équilibre. Non, mais c'est une manière de répondre à ta question. L'indépendance éditoriale de Criticat est basée aussi sur un équilibre entre la revue papier et puis un certain nombre d'outils dématérialisés, numériques, qu'on a utilisés dans tout leur potentiel pour pouvoir se faire connaître, vendre la revue, échanger avec les lecteurs, etc. Donc l'email, le site internet, le groupe Facebook, enfin tous les moyens possibles. Oui, pour le dire autrement, l'objet papier ne pourrait pas exister sans tous les objets, tout le système numérique qui rend possible cette édition. Bien sûr, mais... Et juste pour terminer sur le lectorat, donc notre idée, à travers les lecteurs imaginaires et le rapport avec ces revues qui rendent accessibles à tous, à beaucoup de gens, des problèmes compliqués, c'était justement de ne pas faire une revue pour architectes. Non seulement on ne parle pas seulement pour architectes, on ne parle pas d'architecture à partir de l'architecture, on essaie de parler d'architecture pour parler aussi par-delà ce qu'elle engage du monde, des choses, et de même, à partir de notre point de vue d'architecte un peu défroqué, qui pratique l'architecture autrement, et via évidemment un lectorat d'architectes importants, mais on essaye de toucher à la fois par le type d'écriture qu'on essaie de développer, par notre distribution aussi, enfin, de toucher des gens qui ne sont pas architectes et qui pourraient être intéressés par l'architecture, sans toutefois en être partie prenante. Voilà, ça c'est très important. Et on est absolument enchanté quand des amis architectes nous disent « Ah, mon compagnon ou ma compagne est mathématicien, médecin, je sais pas quoi, et il adore Criticat, et d'ailleurs il a pris un abonnement parce qu'il en a marre, chaque fois qu'on le reçoit, c'est toujours moi qui le prends. Donc on a chacun notre abonnement et l'autre n'est pas architecte. Voilà, ça arrive. C'est fantastique. Est-ce qu'on vous écrit? Pas beaucoup, non. Mais ça, pour avoir
C'est assez général dans les revues. Les gens n'écrivent pas très rare, à part chez Métoff. Ce sont les gens qui ne sont pas contents, plutôt. Oui, il y en a eu quelques-uns. Oui, généralement ceux qui ne sont pas contents. Mais il m'a même pas écrit une belle lettre, j'étais très déçu. Il n'est pas d'échange, c'est étonnant, parce que comme ce sont vraiment des textes profonds, intéressants, et ça devrait quand même déclencher des réactions écrites, non, des points de vue, des discussions. Et les gens ne le font pas par écrit. Par rapport à ce que disait Françoise sur ces lecteurs qui ne seraient pas des architectes, il faut peut-être que là on reconnaisse une part de notre échec, quoi. Faut le dire, parce que c'est vrai qu'il y a des mathématiciens, des médecins, il y a peut-être un mathématicien qu'on connaît qui lit Criticat, mais il faut reconnaître, on le sait parce qu'on sait qui s'abonne, etc., qu'en dépit de notre volonté d'exposer les problèmes d'architecture le plus clairement possible à un public large, c'est quand même majoritairement des architectes, des gens proches de l'architecture qui s'abonnent à Criticat, qui lisent Criticat. Et donc, je crois qu'il faut qu'on soit modeste par rapport à ça. C'est-à-dire que la route est longue pour faire pour intéresser des non-architectes à la complexité de ce qu'est un bâtiment, par exemple. Il y a un sujet qui n'est pas forcément en France un des sujets principaux, en effet, de débat. Oui. Non, vas-y. Alors, on va parler de votre dernière livraison, le numéro 12. Vous dites numéro, édition, vous dites comment vous ? Numéro. Dans votre... Numéro. D'accord. On est des gens très simples, on dit numéro 12. Voilà, parfait. On appelle ça une revue, et puis on appelle ça un numéro de revue. Peut-être que vous avez des codes. Alors, ce qui est formidable, c'est que ça s'ouvre sur le cinéma. Alors, je ne sais pas si vous le faites souvent, je ne crois pas. Pour Si, c'est arrivé. C'est arrivé, oui, mais pas souvent. Le Pastier. Pierre, tu es d'accord, c'est arrivé, mais pas souvent. Oui, c'est la 3e fois, je crois. Il n'y a pas de systématisme d'ouvrir sur le cinéma à chaque fois, ce qui pourrait être une très belle histoire. Et là, Patrick Henry nous emmène au Havre sur les traces de Kaurismäki. C'est quand même assez extraordinaire, ce texte qui mêle l'architecture, le cinéma, l'action urbaine. Oui, d'autant que Patrick Henry est né au Havre. Donc, et il a travaillé avec Alexandre Chemetov sur des projets d'aménagement du littoral. Et ça, c'est né au Havre. C'est typiquement une autre chose qu'on essaie de faire, et ça ne marche pas toujours, c'est difficile, c'est de faire écrire les architectes. Et là, c'est lui qui nous a proposé cet article. Voilà, je sens que ça soulève l'hilarité dans le public, ce projet dément de faire écrire les architectes. Et là, on était très contents parce que dans ce numéro, il y a 3 articles d'architectes. Oui, absolument. Celui-là donc, de Patrick Henry qui nous a proposé cette lecture du film de Kaurismäki à travers son regard à la fois d'enfant du Havre et d'architecte qui est intervenu et son intérêt pour le rapport entre le port auquel on réduit la ville en général et puis malheureusement et puis la ville de Perret. On a un article de Dominique Lyon sur le Louvre-Lens. Absolument, on va en parler. Et puis le troisième, c'est quoi ? C'est qui le troisième architecte ? J'ai déjà oublié. Émilien Robin. Et voilà, Émilien Robin, qui est un très jeune architecte, qui enseigne à Belleville, et qui a une agence, qui est quelqu'un de très engagé dans toutes sortes de questions sociales et écologiques autour de l'architecture, et à partir de l'architecture, qui d'ailleurs a rejoint le comité depuis, et qui s'est attaqué à cette nouvelle forteresse de la densification urbaine, qui est le projet BIMBY. Voilà. Donc on a 3 architectes qui ont fait des projets NIMBY, assez... on est bien d'accord. Et pour revenir à cet article de Patrick Henry, il illustre aussi pas mal le point de vue qu'on a par rapport aux champs connexes, le cinéma, l'art, la littérature, etc. Donc il ne s'agit pas d'une analyse de qu'est-ce que Kaurismäki dit sur l'architecture, mais qu'est-ce qu'un architecte qui est né au Havre, qui a pratiqué comme architecte, peut dire sur ce film de Kaurismäki. C'est essayer d'inverser un peu ce point de vue. Souvent, on demande aux autres disciplines de nous dire ce qu'on n'arrive pas à dire sur l'architecture. Donc, là, on essaye de renverser un peu le point de vue. Et voilà, qu'est-ce qu'on a à dire en tant qu'architecte sur un film comme celui-ci. Justement, c'est particulièrement intéressant. Dont le Havre, dont la ville est le personnage principal. Ouais, d'avoir croisé dans les deux sens, c'est-à-dire pas uniquement faire une critique cinématographique
du regard de Kaurismäki sur le Havre. C'est pas ça. C'est comment justement le cinéma renvoie à la question urbaine, à sa mutation. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que ce qu'on lirait dans les cahiers du cinéma, par exemple? Voilà. Et d'ailleurs, Patrick Henry termine son article en disant que ce film interroge les architectes, lui architecte d'abord, et les architectes peut-être plus largement, sur les outils qu'ils emploient pour regarder les villes, pour les transformer. Donc il y a aussi cet aspect que seul un architecte peut voir. Oui, il dit, après avoir longtemps vécu sur son passé détruit, Le Havre, en découvrant tardivement sa modernité comme nouveau patrimoine, échappera-t-il à la tentation de faire du passé table rase et de s'inventer une autre histoire nostalgique et factice? Non, mais c'est une très belle entrée en matière. C'est pour ça que je me demandais si c'était un principe que vous alliez développer maintenant mais parce que tout le monde n'est pas né dans une histoire, dans une ville. Il faut d'abord être architecte, qu'il y ait un grand réalisateur qui fasse un film intéressant sur cette ville, et puis là, il se passe quelque chose. Il faut dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Les numéros ne se construisent pas sous forme de remplissage de rubriques. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Ils sont longs à faire aussi, non seulement parce que les articles sont longs à faire et que nous on fait beaucoup de choses à côté et qu'on fait ça en plus de tout le reste, de manière bénévole, etc. Donc c'est vraiment notre maison, je disais tout à l'heure. Mais aussi qu'on est très dépendant des sujets qu'on arrive à faire émerger entre nous, d'une part, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi de ceux qu'on arrive à susciter ou à récolter. Et ça, c'est pas forcément évident. On n'écrit pas tout dans chaque numéro. Donc il arrive qu'on nous propose des choses, parce que la revue commence à avoir publié beaucoup de numéros, et on est toujours enchanté quand des gens, alors s'ils sont non architectes, c'est très bien, s'ils le sont aussi, nous proposent des articles ou des sujets ou des synopsis ou des idées, ou voire des articles tout prêts, qu'on peut ou pas accepter tel quel, c'est arrivé, ou au contraire qu'on peut faire retravailler, c'est arrivé aussi, quitte à d'ailleurs à ce qu'on arrive à un point de rupture parce que l'auteur ne veut pas retravailler. Donc voilà, on est tributaire et en même temps on attend que des sujets arrivent. Et chaque numéro, même si on a des rubriques, vous aurez remarqué, c'est jamais les mêmes, elles reviennent, mais jamais dans le même ordre. Il peut y avoir une visite, deux visites, une analyse, un point de vue, pas du tout. Voilà, ça se fabrique au croisement de ce qu'on suscite, ce qu'on fabrique, et d'un certain type d'article qu'on appelle du nom de ce qu'on voudrait qu'il fasse. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on reçoit un article de Patrick Henry qui nous dit, voilà, j'ai écrit ça, on a beaucoup rediscuté avec lui, il a fait plusieurs versions, et puis voilà, il nous semblait important de marquer ce numéro en mettant cet article en tête de gondole, pour prendre un vocabulaire un peu commercial, même si ça n'a pas du tout ce but. J'ai parlé d'entrée en matière, moi. D'entrée en matière, voilà. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce que tu développes, c'est que justement, il n'y a pas de système. C'est que la grille bouge, et qu'elle s'adapte à la réalité des contenus. Alors la seule chose qu'on a dans chaque numéro, c'est ce qu'on appelle le débat, le dossier, qui colore, disons, chaque livraison, et dans lequel on se donne, sous une sorte de chapeau un peu général, on fabrique un petit bouquet d'articles qui permet de traiter un peu plus largement et sous différents angles convergents, de préférence, une question plus large qui nous préoccupe et qu'on essaie de documenter un peu. Voilà. Alors quand vous choisissez, quand l'architecture expose et s'expose, dans cette maison, ça résonne particulièrement, vous pouvez vous en douter. Là, il se trouve que depuis, et le papier de Dominique Léon est tout à fait, il ne peut pas mieux tomber, puisque depuis, le bâtiment de Sanaa a gagné l'équerre d'argent. Donc c'est... Quelle surprise. Il y aurait pu avoir un débat si le challenger avait voulu accepter la discussion. Mais ça n'a pas eu lieu. Donc, en effet, il n'y avait plus de surprise dès lors. Donc, ce papier, c'est donc... il naît comment de l'envie de Dominique Léon d'écrire sur cette architecture
Mais le Louvre-Lens, c'est quand même typiquement, quelles que soient ses qualités, hein, encore on discute de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un bâtiment admirable, admiré, il est que bien, il n'y a eu que des critiques positives, tout le monde a trouvé ça génial, et comme on donne le Goncourt au livre qui a le plus vendu, ben on donne l'écart d'argent au bâtiment qui a le plus plu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc nous, quand Dominique Lion nous a dit, moi j'ai un avis un peu différent, j'aimerais prendre le problème autrement, j'adorerais écrire là-dessus, etc., formidable, on s'est dit, ben voilà, on va apporter un autre éclairage. C'était pas pour faire de la contradiction systématique. C'est un bâtiment splendide à beaucoup d'égards, mais c'est pas ce registre-là. C'est pas juste pour dire le contraire ou juste pour. C'est simplement qu'il nous semblait, et il nous semble, même si c'est peut-être discutable, et j'espère que ça l'est, que le point de vue de Dominique Lion sur cette question du reflet, sur cette question de l'exposition, sur le rôle des murs, voilà, il y avait un certain nombre de choses qui soudain faisaient briller le bâtiment de feu qu'on n'avait pas vu allumer. Voilà. Non, mais c'est tout à fait juste. Non, mais je ne l'ai pas lu comme une contradiction personnellement. Moi, je l'ai plutôt vu comme un enrichissement du débat sur cette question du bâtiment et de la place de l'art. C'est vrai, le fait de considérer que les murs ne sont plus des simèses, c'est un vrai sujet qui renvoie à Lina Bobardi. D'ailleurs, il le dit très bien sur le MASP à São Paulo. Donc, cette idée de mettre les œuvres au centre, de les faire flotter dans l'espace, là, il y a quelque chose de très intéressant. Or, justement, aujourd'hui, Herzog et de Meuron travaillent sur Unter den Linden sur cette même idée de présenter l'art avec des simèses qui ne touchent plus le sol. Donc on voit que ça revient. Vous êtes au cœur là d'un vrai débat sur la scénographie, parce que le bâtiment et puis la scénographie des pièces. Non, mais pour revenir sur cet article, c'est vrai que c'était doublement intéressant d'avoir ce texte de Dominique Lion sur ce bâtiment, parce que d'abord, effectivement, ça rompait avec l'espèce d'éloge obligé et puis omniprésente autour de ce bâtiment. Cette idée que voilà, cette agence est voilà, indiscutable. Voilà, on aime l'aimer et puis on l'aime aussi. Hein, mais si cette architecture est aussi intéressante, alors discutons-la, questionnons-la, etc. Donc ça, c'était la première chose qui nous intéressait. Puis la deuxième, c'est que voilà, Dominique Lion est architecte, praticien, parfois concurrent de Sejima, sans doute, dans des concours, etc. Et donc, ça nous semblait intéressant de rompre avec cette espèce de fausse confraternité qui organise le milieu architectural en France et qui est une sorte d'illusion, quoi, effectivement, et que on ferait mieux de dire les choses concrètement, de parler des bâtiments les uns des autres, et puis ça enrichirait sans doute le débat. Voilà. Oui, en même temps, Dominique Lion, là, n'est pas dans la situation du candidat malheureux au concours qu'il aurait perdu. Il n'y a pas de dépit voilà, dans son propos. Je m'empresse de le préciser pour ceux qui n'auraient pas encore lu l'article, mais c'est justement intéressant parce qu'il y a une réflexion sur ce que tout ça... ce que tout ça contient, véhicule, et on pourrait même dire transpire. Si on a vraiment de l'ambition pour l'architecture et si on croit dans le rôle de l'architecte dans la cité, alors il faut vraiment prendre le risque de la critique. C'est ça qui est finalement le meilleur signe de santé d'un champ comme le nôtre que d'accueillir cette critique et de la mettre au centre et voilà, de s'y risquer. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez dans le chapeau, vous écrivez « Beaucoup y ont vu un tournant, un après Bilbao, la remise en cause du tout spectacle en matière d'architecture des lieux culturels ». Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que finalement, c'est le même ressort qu'à Bilbao, puisqu'il fallait, dans une reconversion industrielle, parce que c'était quand même assez désolant là-bas, la situation était assez, justement, comparable à celle de Bilbao. Il y avait la même stratégie des élus locaux à faire un attracteur, là. Donc il n'a pas pris la même expression, mais c'est la même stratégie, à vrai dire. Il faudra faire un autre article vu sous un autre angle dans peut-être 2-3 ans et aller regarder si vraiment ce que ça a donné. L'attraction est là, oui. Au-delà de l'attraction au sens
attraction spectaculaire des débuts, qui a vu à peu près tout Paris, tous les week-ends, aller en train à Lens pour aller voir le bâtiment. Est-ce que ça continue? Est-ce qu'on y retourne? Est-ce qu'en semaine, il y a des gens? Il faudrait. Le sujet est loin d'être épuisé. On pourrait. Et d'ailleurs, par-delà le Louvre-Lens, on l'avait déjà un petit peu fait pour Metz aussi, Oui. sous tout à fait un autre éclairage. Mais voilà, cette politique des icônes de musées dont on dote puissamment des villes en pleine désindustrialisation. Ce qu'on a, dans une formule résumée dans le chapeau, la culture de l'industrie est remplacée par l'industrie de la culture. Voilà, ça nous semblait être un sujet plus vaste, dont participait le Louvre-Lens, et qui a justifié qu'on fasse ce petit dossier dans le dernier numéro. Voilà. Peut-être ça peut redourir à quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure quand tu disais, je pense à juste titre, on parle beaucoup d'architecture aujourd'hui, probablement comme jamais on en a parlé. Effectivement, on parle d'architecture dans les magazines, etc. Et on parle de quoi? On parle de ces bâtiments-là, on parle de Bilbao, etc. Moi, je ne pense pas que c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire, je pense qu'on parle, d'un certain spectacle architectural, mais du reste de l'architecture, de celle qui fait vraiment la ville des gens, je pense qu'on en parle de moins en moins. Ça n'intéresse plus personne. Et c'était exactement le sujet auquel François s'était attaqué à propos de Metz, c'était de dire, ben voilà, tout d'un coup on parle de Metz parce qu'on construit le Beaubourg de Metz. Bon, ben moi je vais regarder ce qu'on a construit à Metz pendant un an. C'est quand même beaucoup plus important tout le reste que le Beaubourg de Metz. Donc, tu veux dire la ZAC qui est autour du... Voilà, non, pas seulement. Tous les bâtiments. Pas seulement. Voilà, alors ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on a un petit peu inventé. Enfin, inventé, je ne sais pas si on l'a inventé, mais en tout cas, on l'a mis en place à Criticat. C'est le genre de choses qui vient de nos discussions. Voilà, on voulait le faire sur le Havre au début. Moi, depuis longtemps, je me disais, voilà, on nous met en avant des bâtiments phares qui résument une ville à eux tout seuls. Metz, il y a plein de gens qui ne sont jamais allés, mais le centre Pompidou-Metz, on le voit tout de suite, on pense à Metz. Or, pendant les 4 ans qu'a duré le chantier, ou même pendant la dernière année, l'année pendant laquelle qui s'est écoulée autour de sa livraison, il s'est construit des dizaines de choses à Metz, des choses tout à fait ordinaires, des architectures de promoteurs, des parkings, des aménagements de places publiques, voilà. Et donc, l'idée d'aller voir tous les permis de construire qui ont été achevés dans l'année, et de dire, Metz, au fond, qu'est-ce que c'est par-delà cet arbre qui cache toute une forêt. Et on découvre des choses incroyables avec le type de sujet quand je disais tout à l'heure, on construit des sujets. Alors on va à Metz, je vais à Metz, j'ai une amie photographe qui vit là-bas, on commence à arpenter la ville, on va voir les services municipaux et on se rend compte qu'il n'existe pas dans les services municipaux un service qui fait le recensement de tous les bâtiments achevés après l'heure. On ne peut pas faire la liste complète. Donc voilà, on se met à arpenter le paysage, à repérer des choses, à regarder les panneaux de chantier, voilà. Et on se rend compte qu'au fond, Metz, par-delà sa spécificité qui lui a été donnée par ce bâtiment icône que tout le monde reconnaît comme étant Metz, est une ville absolument générique, où il se passe la même chose que partout. Les mêmes actes, les mêmes projets en rue, les mêmes discours, les mêmes aménagements minables de places publiques, voilà. Et donc l'article construisait l'envers en creux de ce centre Pompidou, que par ailleurs on n'épargnait pas au passage, mais ça on ne se refait pas. Alors ensuite, le même dossier s'intéresse aux FRAC, et c'est vrai que cette année il y a eu 3 FRAC quasiment qui se sont enchaînés, hein, le FRAC de Rennes, d'Odile Deck, le FRAC Centre de Jacob McFarlane, et tout récemment celui de Lacaton et Vassal à Dunkerque. Et plus celui de Marseille. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié. Comment Besançon. Oui. Besançon et Marseille. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de voir, parce qu'il y avait un programme et autres, ce que ça donne régionalement, et à chaque fois des bâtiments très situés, parfois en rupture totale avec le contexte. Parfois, c'est ça l'histoire des FRAC aussi. Chacun a raconté sa petite histoire dans le... Non, ce qui est absolument... Alors, je vais commencer par autre chose. Ce qui est assez passionnant aussi, c'est que, par exemple, moi, personnellement, je ne m'intéresse pas tellement à l'art contemporain. C'est un sujet que je ne connais pas. Et une chose aussi que je trouve assez formidable dans notre manière de fonctionner, c'est qu'on n'a pas de spécialité. Et donc, à un moment, par exemple, de commencer à s'intéresser à quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est peut-être avoir la chance de découvrir quelque chose d'intéressant plutôt que de labourer éternellement le même terrain, etc.
Donc on a eu cette idée à un moment avec Françoise de s'intéresser un peu à ça. Et je crois que là, évidemment, l'idée qui était très forte avec les FRAC, c'est que quand on a découvert ce qu'était l'histoire des FRAC, leur origine, c'est le contraire d'un bâtiment. C'est l'idée de la dématérialisation, c'est le contraire d'une collection. Hein, un fonds, c'est le contraire d'une collection. Et la chose s'est complètement retournée. C'est-à-dire entre 1983 et 2013, ce qui se voulait sans lieu, nomade, sans presque argent, avec 3 personnes, se termine avec des énormes bâtiments dans lesquels on a multiplié par 4 le personnel, qui absorbe 60% du budget qui devait être dédié à faire circuler des œuvres. Alors dans des endroits en plus, on a découvert tout ça, c'était en rencontrant plusieurs personnes qui étaient liées à l'histoire des FRAC au début. C'était quand même une aventure en fait absolument passionnante. On emmenait de l'art contemporain dans des prisons, dans des supermarchés. On emmenait l'art vers les gens et 30 ans plus tard, on emmène les gens au musée. Donc les FRAC avaient été inventés comme des anti-musées, et ils deviennent des musées, et l'architecture joue un rôle là-dedans. Et donc c'était ça qui nous intéressait au bout du compte, c'était de savoir comment l'architecture collabore à ce retournement dont on pense quand même que voilà, c'est pas un enrichissement de la mission originale des FRAC, quoi. Voilà, donc ce qui nous intéressait, c'était moins de savoir si le FRAC d'Orléans était mieux ou moins bien que celui de Dunkerque, parce qu'on préférerait la Caton Vassal à Jacob McFarlane, parce qu'on préférerait les formes strictes aux formes molles, enfin voilà, tout ce débat qui n'a aucun intérêt, à mon avis, mais plutôt d'attaquer le problème par là. Quel rôle joue l'architecture aujourd'hui? Quel rôle fait-on jouer aussi aux architectes dans cette espèce de mutation qui fait d'un projet radical et immatériel un projet lourd et conventionnel, un projet politique, pas un projet d'architecture. Oui, oui. Mais quand même, si on prend par exemple celui de Dunkerque, pour prendre le tout dernier livret, là je ne pense pas me tromper dans la chronologie, ce qui est intéressant, c'est son rôle urbain qu'il joue sur la réactivation d'un ensemble. Il y a là quelque chose qui dépasse même la question de l'art aussi, non, de faire un lieu de requalification et autres. On sent qu'il est donc vous l'évoquez un tout petit peu, hein, ça, parce que c'est vrai que ce que tu viens de dire et c'est tout à fait la trame de l'article, mais on peut pas nier à Dunkerque qu'il y a aussi ça, hein, c'est un véritable plus sur ce plan-là. Mais ça aurait été le cas si on avait fait un musée direct. Enfin. Oui, mais justement, c'est plus ambigu que ça, parce que là-bas, justement, ou plus riche, devrais-je dire, puisque ce volume capable qu'ils offrent, précisément, permet d'inventer tout ce qu'on veut. Et là, pour le coup, il n'y a pas forcément de pièces à montrer. On peut animer la ville de toutes les manières. Je parle de ce bâtiment, cloner le bâtiment existant, d'en faire justement un... Je peux profiter pour te dire que je trouve que c'est plutôt un bâtiment réussi. Je le dis avec plaisir parce que la Caton Vassal, j'ai un peu un passif avec eux. Mais non, c'est plutôt le plus réussi de tous les FRAC. Mais ça ne change rien au fait que c'est un retournement complet du projet politique des FRAC d'origine. Et, qui est d'autant plus terrible que Delbar était à l'origine de tout ça. Moi, ce que je veux dire, par exemple, j'ai écrit aussi un article pour DA sur le FRAC Nord-Pas-de-Calais, dont j'ai plutôt dit du bien. Mais ce qui m'a frappé à l'occasion de l'écriture de cet article, c'est qu'en discutant avec les différentes personnes responsables, y compris la directrice du FRAC, cette histoire politique des FRAC est inconnue. C'est-à-dire que c'est des institutions qui ne savent même pas vraiment d'où elles viennent et qui font le contraire. On l'a dit un peu sur le FRAC Orléans. Je veux dire, au FRAC Orléans, on revendique qu'on a une collection de chefs-d'œuvre. Il suffit de relire 2 minutes ce qui avait pu être écrit par Lang et tous ces gens-là pour dire qu'ils ne voulaient surtout pas faire des collections de chefs-d'œuvre, parce qu'il y avait des musées municipaux pour ça, et qu'il fallait au contraire acheter des artistes vivants, jeunes, emmener les œuvres près du public. Et alors évidemment, il y a un problème, c'est qu'un jour, ils ont eu une collection. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a un problème qui se pose. Mais il y a quand même eu une banalisation de ce projet. C'est-à-dire que les FRAC sont devenus des petits musées d'art contemporain, comme certains musées municipaux d'art contemporain, sans distinction. Et d'ailleurs, les directeurs de FRAC le reconnaissent. C'est vrai que les FRAC ont été rattrapés par leur propre histoire, parce que les artistes vivants meurent, leur cote monte, donc les collections qui étaient au départ embryonnaires et un peu aventureuses deviennent un espèce de capital culturel comme ça, détenu par des institutions qui, donc, comme Valérie l'a dit,
part d'une mission assez généreuse au départ, mais relativement avec une certaine plasticité, une certaine élasticité, qui a fait que chacun des FRAC dans chacune des régions, finalement, a orienté sa politique d'acquisition dans des directions relativement diverses, avec plus ou moins de bonheur, ce qui illustre maintenant peut-être la diversité architecturale de ces bâtiments. Alors, le papier d'après, toujours dans le même dossier, est sur le Pompidou mobile. Alors là, ce qui est intéressant, c'est le mode que tu choisis, Pierre, qui n'est pas celui de l'analyse, mais d'un collage, une sélection d'articles de presse, ou en tout cas de déclarations, justement sur ce bâtiment. Parce qu'il y a un peu les deux choses qui viennent du dossier de presse ou autre, et on voit là que tu raboutes des intentions et des critiques. Alors tout ça vient aussi d'une volonté qu'on a de varier les objets éditoriaux dans la revue. On s'est rendu compte au bout de 5, 6, 7 numéros que nos articles commençaient à se formater et à disons, tendre un peu vers la même taille, vers le même gabarit d'articles de 30 000 signes à peu près, qui avaient à peu près... Donc, quand on a abordé le numéro 10, je me souviens, on a fait un peu cette analyse critique de l'homogénéisation progressive du contenu, et on a cherché à renouer avec des objets éditoriaux un peu différents, d'ailleurs, qui existaient dans les tout premiers numéros, d'ailleurs, notamment le numéro 1. Et donc cette revue de presse est issue de cette réflexion, et puis bon, le fait que l'histoire de ce Pompidou mobile, il suffisait de redonner chronologiquement les faits pour donner un peu l'arc de l'histoire de ce projet et de son échec qui était presque contenu dans ses prémices. Donc un projet qui a coûté très très cher, qui coûtait très cher aux municipalités qui l'accueillaient, qui absorbait une part considérable de leur budget annuel consacré à la culture. Donc un projet qui coûtait très cher à déplacer, à amener dans les villes, pour un gain culturel assez limité. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des études qui montrent que les gens qui allaient voir le Beaubourg mobile à Cambrai, dans les différentes villes de province, c'est des gens qui allaient de toute façon au musée. Il n'y a pas eu une attraction dirigée vers une population qui n'allait pas au musée. C'est pas vrai. Donc, et puis, c'était... moi, je suis allé le voir à Cambrai, justement, dans la première exposition qui circulait, donc qui était une sélection assez limitée d'œuvres du MNAM, autour d'un thème fourre-tout qui était la couleur, donc vraiment le degré zéro de la thématisation d'une exposition. Et qui montrait une poignée d'œuvres comme ça qu'on saupoudrait en région, et ça ressemblait plus à une sorte de showroom de l'institution mère parisienne que réellement une œuvre disons, de diffusion socioculturelle de l'art contemporain et de l'art moderne. Je me souviens d'ailleurs dans l'entrée du bâtiment, un immense écran plasma vantant le centre Pompidou à Paris et faisant la pub des expositions en cours. Donc c'était plus un outil de diffusion de l'image de marque de cette institution, plus qu'un... D'ailleurs, tu parles de branding. Hein. Oui, voilà, oui. On peut le dire comme ça. Oui. La dernière partie de ce dossier est consacrée à Renzo Piano. Là, donc on change totalement de registre sur des œuvres américaines sous un titre « Verre de sécurité ».
Alors cet article, il nous a été proposé par notre graphiste. Parce que Oui, j'ai vu que c'est une traduction. Ouais, les graphistes de la revue sont à New York, c'est très chic. C'est des amis, voilà, puisque tout le monde travaille bénévolement, il fallait trouver des gens... Binoculaires, oui, qui veut dire jumelles. Ils sont deux, et voilà, c'est un homme et une femme, c'est un couple. Et c'est pas des vrais jumeaux. Et lui est architecte, est devenu graphiste, et ils font partie des fondateurs de la revue, au même titre que nous. On a élaboré tout ce projet ensemble, et de temps en temps, il nous propose un article, et là, c'était au prétexte de cette réflexion sur les musées et les architectes et tout ce qu'on peut faire dire par-delà l'architecture à ce phénomène. Ils se sont intéressés au dernier projet américain de musée de Renzo Piano, qui sont, il le montre très bien avec ce portfolio, c'est plus un portfolio servi par une longue légende qui est un article, qui ont comme caractéristique commune de faire un usage immodéré et voire délirant de grands pans de verre. Donc voilà, à partir de ce constat, qui est attesté par une série de photos, des 7 ou 8 musées en cours de piano qui construisent énormément aux États-Unis de musées. Voilà, une petite méditation sur les raisons de cette résurgence de l'idéologie de la transparence 30 ans après celle qui a eu lieu en France à l'époque Nouvelle Perrault, etc. Exactement. The Glass State. Là, c'est pas l'État qui commande les musées, c'est des institutions privées. En effet, là, on parle de la collection Isabella Stewart Gardner à Boston. En effet, cette boîte. Donc c'était une manière de parler de cette question de la transparence dans l'architecture récente de piano, autrement qu'en termes stylistiques, mais plutôt en l'expliquant par ses raisons institutionnelles par la commande. Et la commande et le financement privé de ces institutions. Et l'adéquation de cette architecture avec l'attente des commanditaires. Non, on voit bien à travers tout cette... Quand on décline justement ce sommaire du dossier, justement que les angles sont en effet très, j'allais dire, personnels à Critique 4. Là. On voit bien, ils sont originaux. Ils sont... parce qu'on pourrait... non, mais c'est vrai, on pourrait attendre autre chose sur... et on pourrait faire autre chose à partir des mêmes sujets. C'est-à-dire que... Allez-y. Oui. Non, mais je voulais souligner la singularité du positionnement. Et alors, juste derrière, et hors dossier, il y a le fameux phénomène, puisqu'on vient de parler de phénomène piano, là c'est le phénomène BIMBY, Build in my backyard. Alors ça, va falloir s'expliquer, parce que personne ne sait vraiment ce que c'est. Oh bah si, dans les milieux de l'aménagement, dans les écoles... dans les milieux de la recherche. On connaît bien le NIMBY, c'est ça que je veux dire. Donc il s'agit d'un programme de recherche soutenu par toutes les bonnes fées des institutions ad hoc, qui fait l'objet de programmes de recherche et qui essaie de se mettre en place dans les faits et qui est basé sur le contraire de NIMBY. Donc NIMBY, c'est Not in my backyard, ça désigne ce phénomène d'entre-soi à préserver qui fait que chaque fois qu'on veut faire quelque chose, les associations se regroupent pour empêcher que quelque chose se construise dans leur jardin. Là, au contraire, c'est Build in my backyard, avec l'idée que pour densifier les banlieues pavillonnaires, il faudrait inventer, enfin il est inventé, un système de division parcellaire par laquelle les jardins redondants ou trop grands pourrait faire l'objet d'une reparcellisation, d'une vente qui profiterait à la fois aux propriétaires qui vendraient un bout de foncier et à de possibles acheteurs d'un pavillon, et ça profiterait aussi à l'industrie de la construction. Donc c'est apparemment imparable, tout bénéfice, formidable. On a de la densification, on a l'enrichissement des pauvres propriétaires de pavillons, on a un renouveau de l'industrie de la construction et des mairies qui se densifient, qui se repeuplent, etc. Et voilà, l'article est une sorte de décortiquage de tous les aspects qui, justement, ne sont pas si merveilleux que ça du BIMBY et pose le problème d'une manière à la fois assez très, très informée et très polémique sur les tenants aboutissants et résultats jusqu'à la justice fiscale de ce processus qui apparemment a beaucoup le vent en poupe et qui fait l'objet d'expériences dans les écoles, etc. C'est un assez bon exemple, le BIMBY. Je veux dire, si vous googlez demain le BIMBY, c'est totalement unanime. C'est-à-dire que c'est formidable, c'est vanté par tout le monde. Il y a une machine communicationnelle très puissante, ils ont un site internet, etc.
Et donc on arrive dans des situations où des objets comme ça, c'est sérieux, c'est important, ça concerne plein de communes, ne sont pas du tout discutés. Il n'y a aucun... Donc nous, quand on tombe sur un truc comme ça, des fois on se dit, on aimerait bien juste qu'on puisse regarder les choses et que ça redevienne discuté. Et je pense qu'on l'a déjà fait pour d'autres sujets. Là, on le prépare pour un nouveau sujet. Il y a... moi, je reviens sur cette histoire. C'est vrai qu'on vit dans un moment un peu bizarre parce que les puissances de la communication sont telles qu'il y a plein de sujets qui sont totalement verrouillés, où la critique est devancée, etc. Et je crois que c'est un peu de notre devoir, si on se prétend être des critiques, c'est juste quelque chose qu'on doit faire, de faire ce genre d'enquête. C'est vraiment important. Et là, en plus, c'est formidable parce que c'était un auteur extérieur qui a fait ça, et du coup, c'est tellement formidable que maintenant, il a rejoint le comité de rédaction. Alors, vous dites, ce 27 juillet 2012, sur la placette centrale de Doux-Vitran, quartier pavillonnaire de la ville de Pont-Audemer, nous avons dressé la tente qui abrite notre atelier participatif inspiré de la méthode de Karine Smuts. Notre équipe Boideau et Robin, architecte, et Bassinet, Turquin, paysage, présente aux riverains une maquette évolutive du quartier. Oui, parce que ce qui était intéressant, c'est que ce jeune architecte a écrit cet article depuis plusieurs expériences, dont l'une comme architecte mandaté par un CAUE pour mettre en place un projet BIMBY dans un quartier pavillonnaire ultra pauvre de Pont-Audemer. Voilà. Donc il a expérimenté concrètement la perplexité des habitants, les impasses auxquelles pouvait mener le fait de proposer de faire de l'argent en se séparant d'un jardin qui, dans des quartiers pavillonnaires, est la seule valeur d'usage de la parcelle, où les gens se réunissent, mangent, construisent des cabanes, leurs enfants jouent, grandissent, alors que les pavillons eux-mêmes n'ont pas vraiment de valeur, ils sont mal adaptés, ils ont des perrons, donc quand on a plus de 70 ans, on ne peut plus monter et descendre. Enfin, donc le jardin dont on propose de séparer pour pouvoir payer je ne sais quoi, pour que les gens puissent s'enrichir, soi-disant, est en fait ce qui est le plus précieux dans la parcelle. Donc voilà, il a fait l'expérience de tout ça concrètement, et à partir de ça, il s'est intéressé au projet lui-même. Donc il explique très très bien comment ces deux ingénieurs architectes ont monté de toutes pièces ce projet de recherche très soutenu et toute cette machine institutionnelle et urbanistique. Et puis ensuite, il en fait la critique, il en montre les contradictions, les paradoxes, les impasses, les injustices. Et il me propose même à la fin, toujours sur la base de son expérience, donc l'article est un peu en boucle, d'autres solutions qui seraient plutôt au contraire de conserver ces jardins, de les mettre en commun, de fabriquer peut-être une production locale dans des quartiers très défavorisés, de légumes, des circuits courts, enfin voilà, des choses qui peuvent paraître un peu utopiques, mais qui, je suis sûre, dans 15 ans, paraîtront parfaitement, en tout cas, toujours discutables. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup aimé cet article. Ouais. Puis c'est vrai que c'est un sujet un peu technique, un peu urbanistique, un peu complexe, un peu aride, et en même temps porté par un discours très positif et très séduisant en fait. Densifier le pavillonnaire, tous les architectes ne peuvent qu'être pour. D'ailleurs, dans les scénarios prospectifs du Grand Paris, il y avait justement cette question, oui, bien sûr, très très importante. L'équipe Yves Lion, notamment, avait beaucoup développé ça. Oui, on en avait parlé dans un précédent numéro. Et donc pour rompre avec cette unanimité dont parlait Valérie, pour rompre avec cette séduction de l'idée du BIMBY, la seule manière c'est d'être au plus près du terrain. Et c'est pour ça que Émilien Robin était vraiment la bonne personne pour mener cette enquête et pour saisir les contradictions de ce projet BIMBY, parce que c'est des choses qu'on ne peut voir qu'à hauteur du terrain et en allant à Pont-Audemer et en essayant de faire les choses. Alors, pour terminer cette livraison du 12, il y a une petite lettre du Grand Lion. Lettre du Grand Lion ou au Grand Lion, à vrai dire? Les deux, ça se lit. C'est pas Yves Lion. Hein. Non, ça n'a rien à voir avec Yves Lion. Mais donc Stéphanie Sonnette est juriste et urbaniste de formation. Elle écrit pour les acteurs de l'aménagement urbain. Et là, donc, elle s'adresse à qui? Eh bien, elle nous a envoyé ce texte qu'on a publié en changeant juste un adjectif. Avec son accord, bien sûr. Ouais. Ça, c'est le genre de rencontre heureuse. Voilà, on reçoit de temps en temps des... Oui, non, on a reçu Julie des Prairies, des propositions. Là c'est vrai qu'on l'a publié sans le changer.
parce qu'il était parfait. Voilà. Mais on a reçu quand même des propositions de gens qui n'étaient pas architectes et avec qui on a travaillé pour publier. Mais tu vois, François, est-ce que vous recevez des lettres finalement? Alors, on reçoit des lettres. Ça, c'est la seule rubrique qui est fixe, qui finit toujours le numéro. Bon, on a trouvé ça pour faire encore un objet éditorial un peu différent, un peu subjectif, de quelqu'un qui nous écrit de là où il est. Et qui nous donne à voir un lieu ou une ville ou un problème d'une manière qui est liée à cet endroit. Et là, Stéphanie Sonnette, moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en allant présenter le numéro 10 de Criticat à la librairie je ne sais plus comment elle s'appelle, de Lyon. Voilà, une rencontre, on discute, elle dit « J'aime beaucoup votre revue, c'est étonnant, ces articles, on se dit, ils sont longs, ça va être ennuyeux, or pas du tout, donc on discute, bien sûr on sympathise. » Et un jour, comme ça, on reçoit cet article de cette donc, jeune femme qui nous dit « Moi j'écris, je n'ai jamais rien publié, qu'est-ce que vous en pensez ?» Puisqu'on a sympathisé, et voilà, c'était une belle histoire, et c'est un joli texte sur les marges du Grand Lyon, c'est-à-dire par-delà Lyon-Confluence, toutes ces choses-là encore, qui font l'exclusive actualité urbanistique et architecturale d'une ville immense, magnifique et complexe. Elle nous parle de ces usages minuscules, de ces friches, de cette vie quotidienne dans des morceaux du Grand Lyon dans lesquels sans doute même beaucoup de Lyonnais ne vont pas, mais beaucoup de Lyonnais habitent. Voilà. Bien, on va peut-être ouvrir les questions à la salle avant que vous nous parliez de la sélection des livres que vous avez faite dans notre bibliothèque. Qui voudrait interroger ou débattre avec nos invités? Je vous en prie. Donc, Éric Chazelle, architecte. Une petite question peut-être sur les limites de la critique, donc on va dire celle que je vais situer comme étant un peu élitiste, qui s'adresse quand même à un public restreint, et une critique plus large, qui serait par exemple une critique qu'on pourrait trouver dans Le Monde ou un journal, un autre quotidien. Donc la question en fait c'est, est-ce qu'on n'a pas actuellement on va dire un énorme fossé entre ce type on va dire de démarche que je trouve très intéressante, mais qui s'adresse quand même à un public vraiment ciblé, et les journaux grand public qui parlent d'architecture. Et pour l'avoir vécu, on peut très bien avoir un article du Monde qui va présenter un projet d'architecture avec photo à l'appui sans citer l'architecte. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce grand fossé qu'il peut y avoir entre le grand public et puis on va dire le monde d'une certaine élite intellectuelle? Je ne sais pas, en tout cas, je pense que vous pointez un paradoxe de notre démarche, c'est que pour pouvoir faire la critique comme on l'a fait, on a besoin d'une totale indépendance éditoriale qu'on n'aurait pas si on était pigiste dans un grand média ou même salarié d'un grand média. Mais cette indépendance éditoriale implique aussi que c'est une revue qui a un tirage assez limité, donc une audience assez limitée. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre entre ces deux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement, parce que c'est vrai qu'on a essayé de l'expliquer, on essaie de faire en sorte, par toutes sortes de moyens, que notre revue s'adresse au-delà des architectes et des spécialistes. Oui. Et on pense vraiment que les articles, dans leur écriture, sont tout à fait accessibles à beaucoup de gens. Alors s'ils ne le sont pas, et c'est vrai qu'on n'y arrive pas, Valérie le disait, oui. qu'est-ce que vous Alors moi, ce que je pense, pensez, c'est peut-être que des gens comme vous pouvez peut-être faire passer un message vis-à-vis des journalistes qui se permettent d'écrire sur l'architecture. Mais on n'en connaît pas, nous. Oh mais si. On les fréquente pas du tout. Et donc, non, mais je parle pas les journalistes d'architecture, mais les journalistes en général, c'est-à-dire ceux qui veulent présenter un projet, qui est le support de leur article, qui vont, au prétexte que c'est un sujet de société, évacuer l'architecte. Et donc, c'est de dire, bon, après qu'on appelle la rédactrice en chef, elle va dire, ah bah oui, je suis désolé, vous avez raison, on n'a pas le droit de ne pas mettre le nom de l'architecte. Ils le savent. Nous, et donc, il y a un problème on n'est pas un syndicat d'architectes. Organisez-vous, les architectes, un peu. Oui, Parce que non, ça aussi, c'est quelque chose dont on pourrait dire que, je comprends très que bien, la profession aussi manque parfois de... Tout à fait d'accord. Moi, je pensais plus à la passerelle entre gens qui écrivent sur l'architecture. Parce qu'effectivement, nous, on a des choses à dire, mais je pensais plutôt au rapport qu'il y a entre professionnels qui écrivent sur l'architecture et peut-être de faire comprendre que quand on écrit sur l'architecture, il y a un minimum effectivement de respect à avoir vis-à-vis du sujet, de l'auteur et du bâtiment.
Voilà, c'était plus dans ce sens-là. Évidemment, la profession doit aussi se saisir du problème. Ça, c'est... Oui, clairement. Oui. Merci. Gwenaëlle Carrière. Oui, si on veut parler des gens qui oublient de citer les architectes, je vous ferai remarquer que la mairie de Paris invite régulièrement des journalistes à visiter des opérations en mettant pas le nom de l'architecte. Et à chaque fois, je réponds « Merci de me donner le nom de l'architecte avant que je décide si j'y viendrai ». Mais bon, ça c'est une anecdote. Moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant l'article BIMBY, justement parce que ça parle de tout un processus et que ça s'adresse finalement, bon, certes, probablement aux gens qui s'intéressent à ce qu'on produit aujourd'hui, mais je dirais vraiment à tous les niveaux. C'est vrai que finalement, en lisant ça, j'ai beau réfléchir à pas mal de choses, j'espère, je me suis dit, mais évidemment, ça paraît toujours une très très bonne idée de densifier les zones pavillonnaires, quoi. Toute personne qui a l'esprit critique se dit que c'est étalement urbain, gaspillage d'espace et tout. Et puis quand on réfléchit 5 secondes, effectivement, ce qui est dit là par quelqu'un qui était sur le terrain, sur finalement on veut piquer la seule richesse qui restait aux gens qui sont là, moi je trouve ça super bien. Et je me dis si on pouvait développer des sujets comme ça qui sont complètement en amont, et là il ne s'agit pas de savoir si c'est beau, si c'est moche ou quoi, enfin, il y a vraiment un sujet de société, c'est en fait à un niveau assez politique, et finalement c'est pas très surprenant quand on voit tout ce qui se passe, enfin, on est quand même dans une logique où, bon, un peu cynique on va dire. Mais j'ai trouvé l'article très très bien et pas ennuyeux une seule seconde, enfin vraiment très très bien. Puis j'ai assez apprécié aussi, pour m'y intéresser évidemment pas mal, en faisant ma petite tournée aussi sur les fracs, et le papier aussi sur les fracs m'a bien intéressé, c'est complètement autre chose, mais bon. Après, effectivement, est-ce que vous avez d'autres idées que le BIMBY en question? C'est-à-dire qu'il finalement est venu de quelqu'un du terrain. Ça fait se dire qu'il y a sûrement d'autres sujets qui, notamment avec des développements comme le Grand Paris, le Grand Lyon, le Grand Ci, le Grand Ça, c'est des sujets qui vont avoir une importance énorme sur des décisions au niveau des politiques urbaines. Et donc, moi, là, je me suis dit, en lisant cet article, il faudrait se dire, bon, moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, il faut faire plus de choses sur ce champ-là. Mais ce qui est un peu derrière cet exemple, c'est que c'est vrai que les questions d'architecture et d'urbanisme sont extrêmement complexes. Et que la réaction à ça, c'est que souvent quand on en parle dans la presse grand public, eh ben on prend un angle simple, quoi. On parle d'un bâtiment, on va en parler sous un angle esthétique, parce que bah oui, c'est beaucoup plus simple de parler d'un bâtiment en fonction de son style que d'aller expliquer le montage. Je pense par exemple à l'article que Pierre avait fait sur Métropole Parasol, par exemple, bâtiment acclamé dans toute la presse, ou même à la rigueur critiqué, mais toujours sous l'angle, alors le blob et tout, est-ce que le truc est assez bien comme ça? C'est pas du tout ce qui est intéressant avec ce bâtiment. Enfin, ça c'est complètement... moi je pense que c'est un peu... dans quelques années on en dira autre chose. Par contre, de faire l'enquête et de montrer que ce bâtiment est exemplaire de la dérive de ce qui a pu se passer dans certaines municipalités espagnoles, d'aller expliquer ça, ce qui n'est pas facile, de l'expliquer clairement, etc., je pense que c'est très utile. Et du coup, c'est utile à beaucoup plus de gens qu'à des architectes qui cherchent de l'inspiration, en fait, quoi. Mais donc, ce qui est un peu au cœur de tout ça, c'est cette histoire de la complexité, quoi. Et là, j'en viens un peu à cette histoire d'élitisme. Pour moi, j'espère qu'on ne fait pas une revue élitiste. J'espère qu'on fait une revue ambitieuse, mais pas élitiste. L'élitisme, c'est le contraire. L'élitisme, c'est être obscur, c'est pas vraiment donner les clés, c'est procéder par allusion, c'est être implicite. C'est sûr qu'on essaye de s'intéresser à des trucs complexes, mais on essaie toujours de les expliquer très clairement et très simplement pour que le plus grand nombre de gens puissent les comprendre. Je pense que faire de l'élitisme, ça serait faire le contraire. Et en même temps, on ne fait pas une revue de vulgarisation architecturale. Il n'y a pas cette... même si, effectivement, cette critique d'investigation et cette analyse qu'on fait pour chaque article, et la manière dont on peut mettre en récit nos articles, il y a une dose de pédagogie aussi, quand même, pour expliquer les choses. Mais peut-être pour rebondir sur la question sur BIMBY, peut-être une des sous-questions que posait cet article, c'est la crise de la commande des architectes et comment certains architectes s'organisent pour susciter ou fabriquer finalement la commande qui leur manque. Et donc BIMBY peut se lire aussi comme ça. Et aujourd'hui, ça peut être très intéressant de regarder d'autres stratégies
de contournement de ce problème qui est un problème général qui se pose à tous les jeunes architectes qui sortent des écoles. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que pendant 10 ans, on sous-traite à des architectes pour se faire un petit CV, puis peut-être un jour monter son agence ? Ou bien est-ce qu'on contourne complètement le système et donc il y a ce phénomène qui est en explosion depuis 5 ou 10 ans de constitution de collectifs pluridisciplinaires d'architectes d'activistes, disons quelque part entre l'activisme et l'animation sociale, de gens qui vont au-devant de cette commande et qui essayent de la susciter d'une manière ou d'une autre, de se faire connaître autrement, de faire de l'architecture autrement. Donc, ce type de phénomène, finalement, a été souvent regardé, ces collectifs pluridisciplinaires, d'une manière assez enthousiaste, comme un phénomène, l'émergence de quelque chose d'intéressant et une nouvelle génération d'architectes. Je pense que Criticat pourrait aussi le questionner, le discuter, comme on a discuté Bimby et d'autres phénomènes. Là. Vous avez dit au début de la conversation que vous souhaitiez qu'à la base de votre projet, il y a sortir la critique d'une tour d'ivoire. Et là, vous venez de dire que vous ne voulez pas faire une revue élitiste. Alors, je vais vous demander, avec peut-être quelle personne ou quel groupe de personnes vous êtes le plus en dialogue. Et notamment, je pense quel type de dialogue vous entretenez avec les usagers de l'architecture, donc les habitants. Et puis j'ai une deuxième question. Comme je travaille ici, c'est quel type de critique ou quelle pratique de critique vous attendriez, vous espérez d'une institution comme la Cité de l'Architecture ? On n'avait pas préparé la question. C'est spontané. Est-ce qu'on attend vraiment quelque chose qui soit de l'ordre de la critique d'une institution comme celle-là ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on attend une ambition, on attend... Moi, ça m'a toujours frappé que voilà, l'architecture dont on parle souvent, c'est l'architecture publique, une architecture qui coûte beaucoup d'argent aux contribuables, etc. Et une institution comme la Cité de l'Architecture devrait être une institution qui questionne cette architecture produite dans ce cadre-là, plutôt que de tout le temps la célébrer, par exemple. C'est une forme de critique, autant oui, au sens une forme où nous, de critique, on a essayé de dire qu'on l'entendait. Et donc ça m'a toujours paru étrange, cette célébration a priori d'une architecture qui souvent est l'architecture publique et qui... voilà, alors l'État qui finance aussi bien la Cité de l'Architecture et ses bâtiments pourrait se poser la question. Mais ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Il y a une institution publique qui fait de la critique d'architecture extrêmement précise et voilà, opiniâtre, c'est la Cour des comptes. Et le Sénat aussi. Il y a plusieurs bâtiments qui sont disséqués dans les rapports du Sénat ou de la Cour des comptes de manière extrêmement intelligente, où on regarde les problèmes, etc. Et donc c'est possible. C'est possible que les institutions publiques fassent ça. Une exposition sur les fracs, un peu à la manière dont on a fait notre dossier, ça serait intéressant ici. Oui, je rappelle que le Centre Pompidou a fait une exposition sur les fracs. D'ailleurs, vous avez pris la photo en ouverture de votre dossier. Et c'était donc une mise à plat des projets architecturaux. C'est vrai que une y avait exposition pas... au sens vitrine, quoi. Oui. Ça montrait qu'il y avait une machine en marche, justement celle que tu as très bien décortiquée par ailleurs. Mais là, ça le plaçait sous l'angle de l'architecture. Vous vous souvenez de cette exposition qui était d'ailleurs assez bien faite. Oui. Toutes les maquettes, on voyait le projet depuis sa conception jusqu'à sa réalisation. On aurait pu imaginer, alors peut-être pas au Centre Pompidou, qui est après tout un musée d'art moderne, où l'architecture est présentée comme de l'art moderne, mais une exposition sur les fracs qui aurait fait à sa manière ce qu'on a un peu fait, c'est-à-dire qu'au lieu de montrer les bâtiments avec des maquettes dans leur splendeur formelle, pour chacun d'entre eux aurait retracé
l'histoire de leurs actions, quand ils montraient des choses dans les supermarchés, dans les prisons. Et puis, on aurait pu comprendre, du coup, qu'on était en fin d'un cycle. On aurait posé les questions. Qu'est-ce qu'on fait des œuvres? Où sont les réserves? On aurait pu imaginer une exposition. On aurait imaginé quelque chose qui ne soit pas un article écrit, mais qui, à sa manière, avec les outils de la monstration de l'expo, qui ouvre une intelligibilité de la question plutôt que la referme autour de questions formelles. Voilà. Non, mais c'est clair, là, Donc la cité pourrait s'y mettre. c'était focalisé sur le projet. Hein, donc, c'est vrai que cette question... Mais le projet, c'est pas juste la résultante On est bien formelle. d'accord. Le Je veux projet, dire, ça le projet, embarque normalement entre guillemets, toute une série de architectural. questions. Mais oui, mais alors, il faudrait s'entendre, parce que les architectes ont cette Non, au sens, mystique du mot projet, qui est réduite justement à ce résultat admirable, ou pas d'ailleurs, mais je crois que l'acception qu'on a, nous, du mot projet, c'est que j'ai bien compris. c'est l'architecture dans tout ce qu'elle engage, de tous les fils qu'elle tire, et dont la partie émergée de l'iceberg est en effet ce résultat construit ou non. Mais voilà, nous, ce qu'on s'est donné comme tâche, c'est de faire un peu la cartographie de toute de tout ce réseau, quoi, dont l'architecture dépend, puisque c'est un art essentiellement dépendant. Voilà, donc c'est ça notre propos. Une question, madame? Oui, moi j'avais juste une petite question. Enfin, déjà, comme vous avez parlé en fait du rapport entre l'objet éditorial et le web, qui vous intéresse moins apparemment, moi je voulais dire que j'apprécie énormément en fait ce site, parce que je trouve que c'est très rare d'avoir l'opportunité en fait de relire des numéros anciens, et vous les mettez en ligne in extenso, en tout cas des numéros 1 à 8, enfin au fur et à mesure. Et ça me semble très précieux, parce qu'en fait, quand on va dans les librairies ou ailleurs, c'est très rare qu'on puisse retrouver facilement des revues parues bien plus anciennement, en fait. Donc je voulais dire que moi, j'apprécie énormément ce mode de diffusion, et que c'est en plus l'occasion de voir un cheminement de pensée, et du coup une ligne éditoriale, et donc ça me paraît extrêmement intéressant. Et l'autre chose, pour écrire moi-même en architecture sans être architecte, je m'étonne un peu de certaines choses que j'entends dans ce débat, parce que en fait, vous avez un comité de rédaction où beaucoup d'entre vous sont architectes. Vous souhaitez en plus faire écrire assez régulièrement des architectes, enfin les pousser à écrire. Moi, je pense que les architectes écrivent déjà beaucoup. Ils sont dans toutes les revues d'architecture. Si on regarde qui écrit dans les revues d'architecture, ce sont essentiellement des architectes. Dans la presse nationale, Le Monde et autres, on voit aussi qu'ils sont assez bien représentés. Et donc, je me demande si finalement, il n'y a pas un rapport entre l'idée d'élargir une cible et puis finalement d'élargir un panel représentatif de sensibilités et de métiers différents dans les gens qui écrivent. Et moi, c'est une idée à laquelle je suis très attachée, en fait. Et je pense que c'est un vrai débat de savoir si les architectes peuvent vraiment, en fait, revendiquer le monopole de cette critique d'architecture, au risque de ne pas s'adresser justement à un public plus large, parce que peut-être que finalement la manière dont ils parlent ne le permet pas, simplement. Non, mais le souhait qu'on a émis, et qui d'ailleurs arrive assez rarement, se réalise rarement, de faire écrire des architectes, c'est pas pour leur donner une tribune de plus ou pour leur faire parler de leur travail. C'est parce qu'on pense que depuis l'intérieur de l'architecture, on a parlé du terrain, on a parlé de notre formation à nous, et que c'était une autre manière de faire de l'architecture, permet de regarder les questions que pose l'architecture d'une manière qui n'est pas celle du journaliste qui fait 20 pitchs par semaine, ou voilà, donc il y a quelque chose de spécifiquement intéressant à regarder l'architecture depuis l'intérieur, depuis même les coulisses de l'architecture que les architectes connaissent. Donc les architectes qui écrivent pour nous quand ça arrive, ce qui est pas très souvent, voilà, c'est aussi parce qu'ils ont envie, à travers, de se frotter un peu à ce projet éditorial qui est le nôtre, de se l'approprier et d'y contribuer. Hein, oui, peut-être, je ne sais pas. Je vous en prie. Peut-être une fois, il faut avoir des équipes, une personne du public avec un architecte sur le même sujet. Ils parlent ensemble, il y a un dialogue. Parce que vous avez dit, vous voulez augmenter des dialogues, mais je ne vois pas beaucoup de façons de faire des dialogues avec même des architectes ou le public. Ça, c'est le problème, je crois.
Oui, je parle pas. Non, le français, c'est pas ma première langue. Mais vous avez compris, vous Oui, pouvez c'est redire. difficile d'engager le dialogue. Et c'est difficile d'engager le dialogue, point. Et un ou une architecte, c'est difficile de parler avec des personnes qui ne sont pas des architectes des fois. Alors, je vous demande de peut-être faire une... D'abord, peut-être la question, c'est pas de savoir si c'est un architecte ou un non-architecte qui écrit, mais est-ce que c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire sur l'architecture et à travers une architecture, quelque chose à dire de plus. Voilà. Et donc, dans les sommaires de Criticat, on a quand même assez régulièrement des gens qui ne sont pas architectes et qui publient dans Criticat parce qu'ils ont quelque chose à développer qui rentre dans notre ligne éditoriale. Donc je pense que la question c'est cette histoire de consanguinité, on ne se la pose pas du tout en ces termes. On se pose plutôt la question en termes de méthode, comment on s'y prend, quelle position on adopte par rapport aux architectes, par rapport aux bâtiments. Donc toujours dans une certaine indépendance, voire distance méthodique par rapport au milieu des architectes, essayer de ne pas faire c'est un tout petit monde, hein, c'est un tout petit microcosme, le monde des architectes, donc essayer de ne pas faire de critique de connivence, de complicité, etc. Donc de tenir une certaine indépendance qui nous permette de dire ce qu'il y a à dire, voilà, et en sortant de tout autre agenda. Voilà. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que c'est vrai que c'est pas facile d'engager le débat, et c'est vrai que c'est peut-être là aussi, je ne vais pas parler d'échec, mais si, c'est un peu une forme d'échec. Enfin, en tout cas, c'est des choses dont on discute souvent. On dit, voilà, bon, on a réussi à faire une revue, elle marche bien, elle a pas mal d'abonnés, etc. Mais on voit bien que cette dimension de l'échange, elle n'est pas facile, parce qu'il y a quelques occasions comme ça où on rencontre les lecteurs, on reçoit de temps en temps une lettre, mais c'est pas grand-chose. Donc c'est vrai que ça fait des années, ça fait plusieurs années qu'on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Alors François Chalin a eu la chance de faire une émission de radio. Le format de la radio, c'est déjà un pas vers l'interaction, parce que il y a deux personnes qui se parlent, etc. Mais on se demande souvent, on réfléchit, une exposition, c'est aussi d'autres manières de faire. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça. Après, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, voilà, après, c'est des conditions matérielles. Donc nous, on arrive à faire une revue semestrielle. Mais faire d'autres types de manières d'échange, etc., ça suppose aussi peut-être plus de moyens. Alors, d'où viennent ces moyens? Est-ce qu'on en aurait le contrôle de la même manière qu'on a le contrôle sur les moyens d'une revue papier? Donc, en tout cas, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Et on aimerait bien, effectivement, trouver d'autres formes que Criticat vive peut-être autrement un jour qu'à travers une revue papier. Mais il faut encore inventer des dispositifs, voilà, de manière très concrète, en se posant des questions d'argent, de temps, de comment on pourrait faire. Donc ça, c'est encore à faire. C'est-à-dire qu'on a des projets à développer, quoi. Mais la cité a demandé s'il pouvait faire quelque chose. Pas encore. Y a-t-il d'autres questions? Il faut dire que la première revue que j'ai lue, c'était le numéro 10, qui m'a intéressé beaucoup. C'était sur les femmes architectes, et moi je suis femme architecte d'Amérique, et je trouvais c'était tellement intéressant que je voulais venir voir, et j'espère que, parce qu'il y a tellement de femmes architectes, j'espère que vous pouvez regarder d'autres choses dans la culture, le genre, tas de trucs, autres trucs. Au-delà. Oui. Je n'ai pas lu beaucoup d'autres numéros, alors je ne peux pas vous dire, mais celui-là m'a emmené ici. Le numéro sur les femmes architectes, c'était typiquement le genre de sujet qu'on voulait prendre sous un angle qui nous semblait à la fois négligé et paradoxalement optimiste. C'est-à-dire qu'on ne voulait ni faire un numéro qui s'interrogerait sur l'état des questions, de savoir si les femmes architectes font une autre architecture que les hommes architectes. Je ne trouvais pas ça du tout intéressant, et puis de toute façon on ne peut pas répondre. Ni non plus faire un numéro revendicatif qui dirait comment c'est scandaleux, les femmes ne sont pas reconnues, d'ailleurs on vous en a trouvé 2-3 qu'on va vous mettre en exemple, et puis on va changer ça. Donc éviter ces deux écueils, la revendication un peu directe,
et l'interrogation essentialiste, disons, sans du tout non plus dire que ce n'étaient pas des sujets intéressants, mais ce n'est pas comme ça qu'on voulait le traiter, mais plutôt prendre acte du fait qu'il y a de plus en plus de filles dans les écoles d'architecture, qu'il y a plein de femmes qui sont diplômées architectes, simplement elles sont là, mais on ne les voit pas. Et que peut-être essayer de traquer les endroits où elles sont, et les raisons pour lesquelles elles ne sont pas dans cette portion extrêmement réduite et visible qui est la pratique en nom propre sur le modèle de l'agence libérale, qui par contre est la voie royale et parfois même contraignante pour des hommes, aller regarder un petit peu où elles exercent, où elles ont exercé, ce qu'elles ont fait, et postuler que ça redéfinissait la manière dont on pensait, ce qu'était pratiquer l'architecture. Donc de dire qu'au contraire, c'était un enrichissement. Cette contrainte de genre était au fond, si on la regardait sous l'angle de tout ce qu'elle avait engendré comme pratiques variées, dont la pratique en nom propre était une des occurrences, mais pas toutes, et pas dominante, était une manière voilà, donc on s'est intéressé à des cas historiques, à Madeleine Vriesendorp et Petra Blaise, l'une qui a contribué à un livre essentiel de l'histoire de l'architecture contemporaine qui est New York Délire, par ses dessins, qui est peintre, qui est, pour nous est une femme architecte d'une certaine manière. Julia Morgan, Lina Bobardi. Lina Bobardi, ou Petra Blaise qui fait des rideaux, donc qui travaille sur tout un aspect textile d'un problème d'architecture fondamentale depuis sa pratique de designer, ou alors des femmes réellement diplômées architectes directement, mais qui font autre chose. Enfin voilà, donc c'était une forme de... Le numéro était entièrement dédié à ça. Et voilà, de documenter... Sans oublier Denis Scott Brown. Alors, et Denis Scott Brown, dont Valérie est un spécialiste, parlera mieux que moi, mais voilà, il y avait cette idée-là. Je ne vais pas parler de Denis Scott Brown, mais c'est juste pour dire que s'intéresser aux femmes architectes, c'est aussi s'intéresser à des pratiques aux marges de l'architecture. Et c'est vrai qu'une des choses qui est un peu constante de Criticat, c'est qu'on pense que s'intéresser à ce qui est sous le projecteur, il y a déjà plein de revues qui le font. Donc nous, souvent, on a plutôt envie de s'intéresser aux femmes architectes, à des architectes qui font des bâtiments avec de la pierre massive, à, je sais pas, des types qui font des ponts en métal à Haïti, etc. Parce que personne ne s'intéresse vraiment à ça. Donc ça aussi, je crois que c'est un peu un fil rouge de la revue. Et en plus, on croit que souvent, c'est aux marges que les choses les plus intéressantes, que les choses les plus innovantes se passent, parce que quand on est sous la lumière, eh ben, on bouge pas trop, on fait ce qu'on attend de nous, et que l'architecture contemporaine qui est sous la lumière, elle est en fait pas si intéressante que ça, parce qu'il y a beaucoup de pression. Et peut-être que c'est dans les marges, enfin, moi c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, qu'aujourd'hui il y a de l'inventivité, donc il faut juste y aller, il faut juste enquêter, il faut aller dans des petites villes, il faut aller dans des endroits un peu perdus du monde, et là on découvre des choses assez formidables, quoi. La pierre massive, ça nous intéresse, tu sais, ici. Hein. Gilles Perrodin est déjà venu ici faire une conférence, dans une exposition et tout. Non, voilà. Y aura-t-il d'autres projets? Parce que je voudrais les faire parler de leur choix de livres de ce soir. Ouais, éventuellement, juste une dernière question là, sur comment effectivement on pourrait aller vers le grand public. Comme l'a fait, par exemple, Joël Cariou, que beaucoup connaissent, qui est pas architecte, voilà, avec ses maisons d'architectes, qui n'est pas architecte, qui est dentiste, et qui a eu, il y a des années, l'idée d'aller vers les architectes, c'est-à-dire de visiter leurs projets, d'en voir 50 ou 75 pour en retenir 25 dans chaque numéro. Donc, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait un travail personnel énorme, il fait tout seul. Dans ce sens-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen, bon ça c'est une démarche individuelle qui est vraiment grand public ciblée, et je pense qu'il a quand même contribué à donner de l'intérêt pour le grand public à la maison d'architecte, donc c'est qu'il y a plus de gens qui sont intéressés, qui achètent ces bouquins, qui ont envie de faire appel à un architecte pour construire. Est-ce qu'il n'y a pas des démarches équivalentes pour aller vers le grand public, mais dans le sens, on va dire, plus de la réflexion sur l'architecture et pas le produit, la maison ou le logement dans l'absolu, mais la question de l'architecture en général, avec ce type de revue, comment on peut élargir le public, quoi. Ça revient un petit peu à ce qu'on a dit, on s'y emploie et on prend acte des difficultés qu'on essaie de surmonter, mais c'est pas comme... En France, il faut dire aussi, je ne sais pas si nos amis confirmeront, mais
l'architecture a quand même à la fois très bonne et très mauvaise presse. Très bonne parce que, évidemment, ce que tu pointais au début, phénomène, tout le monde s'intéresse à tous ces bâtiments merveilleux, très beaux, très spectaculaires. Et en même temps, les architectes se sont fait quand même une réputation assez difficile dans l'après-guerre. Voilà, il y a une vraie animosité. Il n'y a qu'à regarder comment sont portraiturés dans les téléfilms français qui passent à la télé les rares personnages d'architectes qu'on y trouve. C'est assez révélateur. Il faudrait faire un article là-dessus. Des espèces de mégalomanes désagréables, prétentieux, démiurges et misogynes. Enfin, voilà, il y a l'architecture et le public. Il y a une forme, divorce serait peut-être un peu fort, mais en tout cas d'antagonisme. Les architectes, dès qu'on les voit arriver, on se dit qu'oh là là, ils vont tout nous bétonner. Enfin, il y a toute cette, voilà, il y a une situation française qui est assez spécial. Quand on va en Italie ou en Hollande ou en Angleterre, on n'a pas du tout ce genre de réaction. Donc voilà, ça ferait des sujets... historiquement, ça peut s'expliquer, mais ça présente une difficulté particulière quand même. Alors venons-en à vos choix. Valérie, pourquoi Monéo 2 fois en plus ? Je vais juste faire Monéo une fois parce que va être plus rapide. Non, bon, c'est un livre sur les 21 bâtiments de Raphaël Monéo qui est sorti il y a quelques années. Hormis le fait que c'est un extrêmement bel ouvrage, vraiment très très réussi. Chez Thames Hudson. Pourquoi je l'ai sélectionné, c'est parce que au début, dans sa préface, Monéo explique qu'il a fait ce livre sur son travail parce qu'il a fait celui-là. Et celui-là, c'est quoi ? C'est un livre qu'il a fait il y a une quinzaine d'années à partir des cours qu'il faisait à Harvard, dans lesquels il parle du travail des autres architectes. Tranquillité théorique et stratégique du projet dans l'œuvre de 8 architectes. Il analyse l'œuvre de 8 de ses contemporains, très en détail, c'est très très bien fait, c'était ses cours à Harvard. Et donc dans l'introduction de celui-là, il dit « Je n'aurais jamais pu faire un livre en analysant mes propres projets de manière critique, pointue, en dire des choses, si je ne l'avais pas fait sur le travail des autres. » Et donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que pour être un bon architecte, il faut être un critique. Et donc évidemment, moi, ça c'est quelque chose qui me touche et me plaît. C'est voilà, quelqu'un qui revendique, qui dit, voilà, moi je suis un producteur d'architecture, j'en fais, mais je suis en même temps un intellectuel et un critique, et ces deux choses-là sont totalement liées. Et donc je vais m'arrêter là, et je vais juste faire un lien avec, je ne peux pas ne pas le faire, mais parce que c'est aussi quelqu'un qui est de la génération de Monéo, mais c'est exactement ce que dit Robert Venturi dans l'introduction de Complexity and Contradiction in Architecture, où il dit qu'au cœur de l'acte de création, il y a la critique. Et que c'est bien parce qu'on a cette capacité de critiquer son propre travail qu'on améliore son travail. Donc il explique très concrètement comment il fait des essais, il critique ses essais, et puis il avance, et puis le projet se raffine, etc. Et donc enfin, pour moi, c'est un peu... évidemment, c'est des idées qui me font faire ce que je fais. C'est que je pense que ce n'est pas du tout des choses qui s'opposent, la création et la critique. Et au contraire, je crois que quand il n'y a pas de critique, et c'est aussi dans l'enseignement essentiel d'essayer de transmettre ça aux étudiants, c'est-à-dire de développer cette capacité critique, c'est développer sa capacité à faire projet. Donc c'est ce que raconte Monéo, ce que raconte Venturi et quelques autres. Alors ce livre est paru en 2013, là c'est sur l'intranquillité théorique, oui, l'édition française. Plus ancien en anglais, quoi. Donc c'était sur Stirling, Venturi, Rossi, Eisenman, Siza, Gehry, Coulas, Herzog de Meuron. Alors, moi, j'avais... Kuma Kengo, En fait, je savais pas combien de livres il fallait choisir. Ah, mais j'en ai pris 3. Il n'y a pas de problème. En fait, alors... 3 livres sur des architectes, mais qui sont 3 anti-monographies. Celle de Sophie Houdard sur Kengo Kuma, une monographie décalée. C'est des ouvrages qui sont relativement contemporains. Almeida Neva sur Loma. Et alors c'est pas exactement le livre que ça c'est la version anglaise d'un livre sur Pierre Ebling, qui est un architecte liégeois, oui. Un architecte éditeur qui est très intéressant. Que nous connaissons bien. Voilà, qui a fait une belle conférence à la Cité il y a quelques années. Et donc pourquoi j'ai choisi ces livres, c'est un peu pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la distance méthodique qu'on essaye d'avoir vis-à-vis des architectes, qui était un peu un des fondements de notre projet éditorial, c'est-à-dire adopter cette distance et puis enquêter tout autour de l'architecture pour voir ses tenants, ses aboutissants, etc.
Et il me semble que, disons, en me retournant sur ces 12 numéros qu'on a déjà parus, je le formulerai maintenant un peu autrement, en essayant de parler plutôt d'indépendance éditoriale plus que de distance, et de voir comment cette indépendance éditoriale, on peut l'exercer aussi au plus près des architectes. C'est-à-dire comment on peut, avec les outils dont on s'est doté, entrer un peu dans la boîte noire du projet architectural, et le regarder de l'intérieur, regarder comment il fonctionne, et regarder pas seulement les bâtiments une fois produits, ni simplement le discours des architectes, mais tout ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire les architectes en action, les projets en train de se faire, etc. Donc bon, là, le prochain article que je vais écrire dans Criticat, il porte justement sur plus qu'un projet, un processus, et qui implique que je suive pas à pas l'architecte dans son action. Voilà, donc j'ai pris ces 3 livres parce qu'ils émanent aussi d'une sorte de renouveau des sciences humaines, des sciences sociales appliquées à l'architecture, et l'influence en particulier de Bruno Latour et de sa sociologie des sciences et de toutes ses théories, mais là appliquée à l'architecture, notamment par Albena Janeva, disons, Sophie Houdard. Elles sont toutes les deux anthropologues, et elles se sont lancées toutes les deux dans cette entreprise d'observation de l'agence d'architecture de l'intérieur. Albena Janeva, non pas en allant interviewer Rem Koolhaas et en lisant ses livres, mais justement en passant 2 ans et demi dans son agence à observer ses collaborateurs pendant qu'il n'était pas là. Et qu'est-ce qu'on apprend de l'architecture en action, en train de se faire, pas forcément par ce qu'on pense, et avec des routines, des procédures tout à fait... qui sont regardées avec une certaine naïveté, parce que c'est des gens qui ne sont pas architectes, et souvent on s'en amuse quand on lit... je parle de ces 2 auteurs en particulier, et donc comment nous on pourrait faire ça autrement, mais en rentrant dans la machine. Il y a toujours la même idée de décaler le regard. On voit bien, ça ne m'étonne pas que tu aies choisi ça. Alors toi, Françoise, pour le coup, toi tu es revenue aux fondamentaux. Borromini. Je sais pas si c'est un fondamental. Non, moi j'ai pris 3 livres quand même, que je trouve parmi d'autres. J'ai fait un choix assez vite comme ça, mais le brutalisme en architecture, le livre de Banham, et puis l'effondrement de la très grande Bibliothèque nationale de France de Jean-Marc Mandozio, qui est un pamphlet redoutable. Non, c'est 3 livres que je trouve exemplaires et qui m'ont beaucoup marqué, parmi d'autres, dont aucun n'est écrit par un architecte. Le premier, c'est la monographie magnifique de Anthony Blond sur Borromini, dans laquelle cet historien de l'art, qui est aussi, on l'a découvert après, un espion soviétique, payé par les soviétiques, donc, et qui a agi pendant longtemps comme un agent soviétique en Angleterre, prend un architecte mal aimé et mal compris, à son sens, et avec un mélange d'érudition et de travail de détective, merveilleusement écrit, morceau par morceau, démonte cette réception négative de Borromini à la lumière de l'élucidation des sources de son travail. Donc c'est à la fois un travail d'historien de l'art extrêmement érudit, très superbement écrit, je l'ai dit, donc du coup, on rentre complètement dans ce jeu d'élucidation, et en même temps, ce travail de détective qui me semble absolument consubstantiel, en tout cas pour moi, à la critique. On a beaucoup insisté sur les enquêtes, sur aller voir, chercher des indices et construire des hypothèses de travail à partir de ce travail de détective. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce livre pour ça. Je l'ai lu comme un polar dans un train entre Rome et Paris. Voilà. Donc c'est pour moi un souvenir. C'est un livre vraiment. C'est des livres que je relis pas, mais j'en garde le souvenir de l'émerveillement qu'ils m'ont causé. L'autre, c'est Rainer Banham, Le brutalisme en architecture,
que je trouve extraordinaire parce qu'il montre qu'on peut... Ça, c'est un livre culte. C'est un livre culte, c'est une belle édition rare. Hein. Banham, qui était ingénieur en aéronautique de formation et qui se retrouve compagnon de route dans le Londres des années 50 et 60 de ce mouvement qu'il fabrique comme mouvement. En le désignant et en racontant presque en temps réel, en arrivant à en faire la théorie en temps réel. Voilà. Donc on dit souvent que l'histoire et la critique sont incompatibles, que l'histoire demande du recul, du temps, que la critique c'est autre chose, qu'on ne peut pas faire de l'histoire immédiate. Eh bien, je trouve que ce livre montre le contraire. Et quand on le lit aujourd'hui, il est extraordinairement éclairant. Sur toute une période dont Banham est à la fois le témoin, le compagnon de route et le théoricien. Je trouve que c'est une conjonction tout à fait magnifique. Et puis le troisième, donc c'est ce pamphlet c'est des livres très, très différents, hein, mais de Jean-Marc Mandozio sur la Bibliothèque de France, qui lui aussi est extrêmement bien écrit dans une sorte de prose un peu debordienne, post-debordienne ou néo-debordienne, que je retiens pas tant pour son contenu, quoique il a montré, c'est une analyse féroce, très idéologique, antitechniciste. Le livre est paru en 99. 99, du livre du bâtiment de Perrault. Mais surtout parce que je crois qu'à Criticat, ce qu'on partage aussi, c'est l'idée que libérer une forme de parole, mais non pas comme de l'opinion débridée, mais construire une critique, c'est négative et parfois féroce. C'est aussi dans une période de consensus, de lissage de tout, peut-être donner la possibilité à d'autres de libérer la leur, d'oser se dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et pour moi, ce livre, quand je l'ai lu en 99, a été ça. C'est-à-dire qu'il y avait ce texte sur ce bâtiment sur lequel les architectes s'écharpaient. Il y avait des débats dans l'architecture d'aujourd'hui, drôles, acides, voilà. Et soudain, il y avait quelqu'un qui, je sais pas, c'est une sorte d'intellectuel un peu inclassable, qui a fait un traducteur de Boito, d'Alberti, un ami de Françoise Choët, quelqu'un qui a fait une revue, quelqu'un un peu étrange, écrivait ce livre absolument comme une sorte de lame, très, très affûtée, pour dire tout le mal qu'il pensait de ce bâtiment, et il construisait à partir de son idée que le numérique c'est mauvais, une sorte de portrait à charge de ce bâtiment qui était libérateur en effet, et qui était une critique négative qui pour moi a été très... on se dit après, peut-être qu'aussi on peut faire ça, il y a des bâtiments qu'on n'aime pas, on va essayer de comprendre pourquoi et on va essayer de construire cette critique. Donc voilà, pour cette capacité contagieuse de la critique, j'ai choisi ce livre. Bien. Alors, avant qu'on se quitte, peut-être, vous pouvez nous donner le sommaire du prochain, du 13 ? On est très en retard. Vous êtes très en retard. Oui, on n'arrête pas d'aller dans des débats, on travaillait sur le... Non. On pense s'attaquer à la question du numérique en architecture. On ne devrait peut-être pas l'annoncer, parce que si on le fait pas. Paramétrique. Alors justement, il ne faut pas qu'on en dise trop. Vous verrez. Non, de toute façon, abonnez-vous. On sera surpris par l'angle que vous avez... De toute façon, quand bien même vous donniez le thème, c'est l'angle qui va être intéressant, puisque vous l'avez bien dit, c'est l'angle que vous choisissez, c'est la façon de se... C'est toujours la même chose, c'est comment sortir du pour ou contre, ou voilà. Est-ce que ça fabrique des nouvelles formes, ça me paraît un sujet. Voilà, c'est un sujet. Vous verrez, c'est vrai qu'il faut qu'on ne dise pas trop. Il sortira donc en mois de juin ? Non, au mois de septembre, début octobre. Début octobre. Non, mais vas-y. Oui, vas-y Valérie, pardon. Je trouvais que c'était vraiment bien ce que tu as dit pour conclure, sur l'idée que si ça pouvait devenir contagieux. Non mais c'est vrai. Moi je crois vraiment. On bosse ensemble, en fait, on s'adore. je crois que ce qui nous fait le plus plaisir, c'est de voir à la rigueur d'autres gens qui feraient ça. C'est-à-dire que si participer à rendre la critique finalement quelque chose de normal, et parce que des fois on se désespère un peu de voir que c'est difficile, qu'elle est mal prise, par exemple les architectes. Les architectes ont du mal à accepter la critique, tout simplement parce qu'elle fait plus partie de notre vie quotidienne. Et comme disait Françoise, le livre de Mandozio, c'est vrai que c'est libérateur. On se dit, si lui il l'a fait, on peut le faire aussi. Et puis peut-être que quand on écrit des articles, il y a d'autres gens qui vont créer d'autres revues, puis qui vont le faire. Et puis ça serait formidable. C'est libérateur et jouissif. C'est vrai que ce livre est extraordinairement jouissif, même si on n'est pas d'accord. Et celui sur le développement durable, voilà. Et en plus, c'est une petite maison d'édition qui s'appelle l'Encyclopédie des nuisances,
voilà, qui est tout ce qu'on peut rêver d'une maison d'édition, qui fait comme nous, voilà, des choses marginales, qui édite des textes inconnus, qui essaie de saper par le texte des choses avec lesquelles ils sont en désaccord. Bien, on va peut-être s'arrêter là-dessus en vous remerciant. Et vous avez donc vu tous que l'état de la critique n'est pas si critique. Moi, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la critique. Ce soir, vous nous avez donné justement un panorama justement d'une critique vive et tonique. Merci à vous. Merci de votre invitation. Merci.